Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015, et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 115e portrait keto que nous allons passer aujourd'hui en compagnie de Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Ulrich, merci pour l'invitation. C'est moi qui suis très heureux de te recevoir. Je t'en avais déjà parlé il y a longtemps. Pour différentes raisons, on n'avait pas pu se parler avant. Donc, je suis vraiment très heureux de pouvoir discuter avec toi de ton expérience du régime cétogène, à la fois personnelle et professionnelle. Donc, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors j'habite à Toulouse depuis 2005, j'ai près de 60 ans, et c'est vrai que l'alimentation cétogène, parce que je parle plutôt d'alimentation que de régime, pour moi c'est carrément un mode de vie. Le grand livre de l'alimentation cétogène que tu as publié, je crois, en 17. mars 2017, Ouais. eh bien, a été une révélation. Après, ça a mûri un petit peu avec l'inscription au groupe Facebook que tu avais Mm. géré avec Nelly, qui était vraiment une source d'information. Et je voyais toutes ces informations. Je me disais, maintenant, il y a un truc là, il y a un truc qui se passe, il y a des informations intéressantes. Et ça correspondait un peu à ma recherche du moment. Un problème de poids qui était chronique depuis l'adolescence pour différentes raisons. Et puis, bon, on en parlera tout cela en détail. Mais l'alimentation cétogène fait en sorte que maintenant, le problème de poids n'est plus un problème. Je baisse régulièrement, j'ai atteint un palier et je connais les astuces, ou plutôt comment faire pour pouvoir m'alimenter d'une façon naturelle, saine, avec les sensations de faim qui sont revenues, de satiété bien sûr. Et puis maintenant, je suis pratiquement à un repas par jour d'ailleurs, sauf ma femme Florence, qui aime bien manger aussi, parce que ça fait une pause dans son rythme de travail. Et le week-end aussi, où c'est social, donc c'est très bien. Mais bon, voilà. Et donc, je suis installé à Toulouse en tant que psy-coach depuis 2005. Mhm. Avant, j'étais installé à Paris depuis 1988. C'est vrai que l'approche alimentation dans ce que je propose à mes clients, c'est assez récent, depuis la Covid à peu près. Avant, pas du tout. Et donc, les personnes qui venaient me voir, qui avaient des problèmes alimentaires, des problèmes d'addiction, parce que je suis Mhm. spécialisé aussi dans les addictions, donc avec substituts, avec produits, sans produits, alimentaires, boulimie, hyperphagie, etc. Mon Dieu, c'est assez complexe et puis très nombreux à notre époque, puisqu'il y a des boulangeries partout, donc il y a des récompenses partout. La dopamine, les lampiotes dans le cerveau s'allument en permanence. Beaucoup de mal-être aussi dans la société, donc on se réfugie un petit peu dans des paradis artificiels. Et puis d'autres sortes d'addictions, porn addiction, le jeu, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais proposé d'une façon systématique de faire une alimentation cétogène, d'une façon bien ordonnée, factuelle, avec au départ, quand j'ai commencé à proposer l'alimentation cétogène dans mon activité principale, la fameuse feuille céto ingrédients LCH Ah que oui, tu as mis quelque part. oui, la Voilà, ça version, c'est bien voilà. aussi, tu vois les classifier. Oui. C'est la XM édition. Elle a eu beaucoup de succès, cette fiche. Bah, en fait, tu sais, j'ai toujours eu à cœur d'essayer de rendre le plus simple possible, le plus compréhensible possible des choses compliquées. Et c'est vrai que le régime cétogène, quand on creuse, on peut en faire toute sa vie un travail. C'est tellement énorme. Mm. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont un problème, ils veulent une solution simple. Et cette petite liste qui tient sur une seule page, c'était notre objectif, pas en faire 10 pages, mais une seule page, Mm. ça a permis à beaucoup de gens de dire, oula, alors il y a beaucoup d'aliments que je vais sortir de ma vie, le pain, les pâtes, le riz, pommes de terre, etc. Mais qu'est-ce que je vais manger à la place? Et cette petite liste, en fait, permet aux gens de piocher et de pouvoir organiser rapidement leur régime cétogène avec une seule page. Il y en a même qui se sont servis comme liste de courses, partaient au Mm. supermarché avec au début, et elle a Mm. aidé beaucoup de gens. Ouais. Mm. Mm. Oui, c'est clair, hein. Au départ, ces personnes prenaient la feuille ou la photocopiaient avec leur téléphone. Mhm. Et puis après, la séance suivante, alors vous en êtes où? Oh, ben, j'ai perdu la feuille. Bon, ne vous inquiétez pas, je l'ai à nouveau. Prenez-la en photo à nouveau. Et puis cette fois-ci, bah, écoutez, ça fera partie d'une tâche thérapeutique, c'est très simple. Vous allez la scotcher, la punaiser, vous faites ce que vous voulez sur votre Frigo. frigidaire. Ouais. Voilà, vous ouvrez le frigidaire, vous allez vous sentir un peu coupable parce que vous allez prendre une cochonnerie ultra industrialisée, etc. Et puis avec l'habitude, ce sera un rappel. Et puis il y aura moins de friction parce que vous saurez quoi faire tout de suite avec moindre effort. Et puis vous ferez des économies aussi dans les supermarchés puisque Mm. vous allez dépenser moins d'argent avec des La saloperies, malbouffe. Ouais. de la malbouffe. Voilà. Et Alors, puis vous peut-être allez faire pour oui, travailler sur le fil de cette interview, on va peut-être commencer par ton expérience personnelle. Tu arrives sur le régime cétogène en 2017, tu as un objectif, un peu de perte de poids. Comment ça se passe?
Déjà, est-ce que ça bouscule vraiment tes habitudes alimentaires? C'est un gros changement pour toi? Comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu manges à ce moment-là? Et comment ça a Mmh. évolué? Oui. Alors, j'ai mis mes petites notes là pour donner un peu mes idées parce que c'est quand même beaucoup plus clair ainsi. C'est vrai que j'avais une sensibilité au sucre, depuis l'adolescence. J'étais comme un adolescent qui était, introverti, solitaire et je sentais que j'avais besoin de contacts, sociaux. Mais je ne pouvais pas tellement aller vers les autres. C'était quelque chose que j'ai développé par la suite. Mais au départ, j'étais souvent solitaire et le sucre, très vite, a été une récompense. Donc ça commençait avec, des sucreries. Je me souviens des fameux carambars, hein, des carambars pour 10 centimes Mmh, de de francs, francs. ouais, c'est ça. Ça fait bizarre qu'on y pense. Eh bien, il y en avait un ou 2. Avec l'inflation aussi, c'était un peu plus réduit. Mais enfin bon, je me gavais beaucoup de carambars, ces fameuses barres de caramel. Et puis après, eh bien, avec l'adolescence, j'ai pris de poids de plus en plus, jusqu'à ce que les parents aussi s'en inquiètent et m'ont fait, «Oh là, attention, il faut faire quelque chose sur le poids». Les docteurs aussi disaient que j'étais un petit peu en surpoids. Donc, on a supprimé les desserts, on a supprimé les desserts avec le sucre, ce qui me faisait plaisir en plus. Pour moi, un repas sans dessert, c'était un repas un peu perdu. J'aurais pu faire autre chose à la place, comme des lectures, comme des organisations, enfin bon, plein de choses différentes. Mais le sucre, le dessert à la fin du repas, c'est vraiment la récompense. Et puis, c'était pas suffisant, donc on m'a inscrit dans des cercles, comment dirais-je, sociaux, comme les scouts en particulier. C'est vrai que ça a permis de m'ouvrir aux autres davantage, de pouvoir exercer mes talents, mes compétences, pour pouvoir faire du management, pour faire des cabanes dans les bois, etc. Donc c'est intéressant, effectivement, j'ai stabilisé mon poids à ce niveau-là. Et puis par la suite, le poids a toujours été une obsession sacrée. Et puis avec les années, j'ai pris de plus en plus de poids, jusqu'à arriver, il y a à peu près une dizaine, quinzaine d'années, à 99 kilos. Mmh. Je ne me trompe pas sur les chiffres, non, c'est bien ça. Alors que le poids moyen, c'était plutôt aux alentours de 80, 84 pendant des années. Et puis ensuite, sans faire attention, tu te réveilles un beau jour, tu as un poids énorme. Donc là, j'ai commencé à chercher un petit peu, dans les années 2015, quelles étaient les solutions possibles. Mmh. Et c'est vrai que j'avais essayé pas mal de choses avant, mais ça ne marchait pas. J'avais essayé différentes choses avec les régimes dissociés. On Mmh. apprenait à manger séparément les féculents et les Mmh. protéines. On les mangeait, hein, les deux, bien sûr, mais pas en même temps pour éviter des douleurs gastriques et autres. C'est vrai que j'avais été sujet à pas mal de choses à ce niveau-là. J'ai eu des brûlures intestinales assez souvent. J'avais aussi une certaine perméabilité intestinale. Ça, je l'ai Mmh. pu le déceler par la suite Mmh. parce que j'ai changé mon alimentation avec le cétogène et ça a disparu. Donc, j'ai pu mettre des mots sur les problèmes que j'avais. Avant ma découverte de cétogène, je suis passé par des recherches personnelles, alors les livres, bien sûr. Alors, il y a le fameux livre du docteur Shelton. Mmh. Je ne sais même pas s'il est docteur d'ailleurs, mais il a écrit un livre dans les années 60 qui s'appelle Le Jeûne Mmh. et qui a beaucoup de succès. Donc, évidemment, je l'ai suivi. La lecture paraissait intéressante, c'était aussi bien argumenté. Il pratiquait le jeûne sur lui, sur ses patients. Et j'ai fait des jeûnes à répétition. Jusqu'à à peu près 2017, je faisais un jeûne chaque année d'une semaine, 2 semaines, et j'ai un petit record, sans que ce soit de l'orgueil, mais c'est vrai, j'ai tenté un jeûne de 3 semaines. Allô? 3 semaines de Un jeûne à jeûne l'eau, hydrique, sans à rien l'eau, d'autre? Ouais. Parce sans que rien juste d'autre. pour l'anecdote, tu as une petite étude qui a été publiée là, au mois de juin et c'est alors le titre est un peu putaclic, hein. Ça serait l'étude la plus longue sur le jeûne, 45 ans, Mmh. et c'est justement Shelton qui a initié cette personne et tous les ans, il faisait un jeûne. Alors pour moi, c'est pas vraiment du jeûne parce qu'il s'enfilait quand même 250 kilocalories par jour sous forme de jus de fruits et de soupe. Mmh. Mais bon, et le gros avantage, c'est comme il a été suivi par un médecin, on a toutes les datas sur 45 ans. Donc, il Mmh. faisait cette période de jeûne de Mmh. 3 semaines tous les ans pendant Ouais, 45 ans, initié par Shelton à la base. Voilà. mmh. Oui, ça me rappelle les jeûnes hydriques, mais aussi avec des tisanes et autres choses, Mmh, des soupes aussi, le jeûne Buchinger, je crois, en mmh. Allemagne. Il y a des cliniques qui proposent cela, donc c'est tranquille. Tu demandes finalement à quoi sert la semaine, le prix que tu payes, puisque finalement, à part l'hébergement, tu manges pas grand-chose.
Bon, après, bien sûr, ils customisent avec, d'après mes informations, avec des massages, des sorties théâtrales et ainsi de Oui, mais suite. dans un sens, les gens, ils vont dans cet établissement pour retrouver leur santé. Donc, s'ils en sortent avec une meilleure santé, bah, finalement, ils ont payé pour quelque Oui. chose. On pourrait comparer ça avec la célèbre héliothérapie, c'est-à-dire l'exposition au soleil à la fin Mm, du 19e siècle, début 20e, où il y avait, par exemple, en Suisse, beaucoup d'établissements mm, en altitude où les gens, ils faisaient qu'une chose, en fait, c'était d'être dehors au soleil. Et c'était une mm, clinique. mm, Tu avais des gens mm. qui arrivaient avec plein de pathologies, alors tuberculose bien sûr, mais des fractures, etc. Et ils faisaient qu'une chose, c'est que s'exposaient 8 ou 9 heures par jour au soleil. Ils faisaient rien d'autre. Ouais, c'est vrai. Mm. J'avais un client patient qui était venu aussi, qui était en surpoids évident et qui me proposait donc de faire des jeûnes sous ma supervision. Bon, j'ai décliné pour différentes raisons. Je ne suis pas médecin, je suis uniquement psy-coach, mais qui m'a appris aussi que Helmut Kohl, l'ancien président de Mhm. l'Allemagne, Mhm. après la réunification, je crois, et bien Mhm. chaque année, allait à la Pitié, je crois, ou à la Charité, c'est l'hôpital public, le plus grand hôpital public de Berlin, pour faire son jeûne pendant une semaine, des locaux préservés du fait de sa notoriété, etc. Il mangeait rien. Il faisait uniquement des lectures, des conférences peut-être. Il faisait pas mal de sport aussi. Et il buvait que de l'eau. Et comme ça, en une semaine, 10 jours, il perdait le poids qu'il avait emmagasiné pendant l'année avec les réceptions, avec son activité politique, etc., etc. Et c'est reparti, on mettait les curseurs à zéro. Ouais, bon, ça n'a pas fait de lui un athlète quand même, parce que je me rappelle bien de sa stature à côté de François Mitterrand. Mais disons que dans l'idée, de toute façon, le jeûne a accompagné l'humanité depuis toujours. Il y avait des phases où on ne mangeait pas, que ce soit culturel, religieux ou de niveau pratique. Donc, on est parfaitement adapté pour ne pas manger pendant un certain temps. Et ça peut faire une stratégie thérapeutique. Les Russes avaient beaucoup documenté ça dans les années 60, justement, dans tout ce qui était psychiatrie, avec l'importance des corps cétoniques. À cette époque-là, ils n'utilisaient pas encore le régime cétogène, mais ils avaient compris l'importance du corps tonique et du jeûne pour certaines choses. Et donc, c'est scientifiquement documenté, c'est là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut faire ça de façon durable grâce au régime cétogène. Le régime cétogène, n'oublions pas que dans les années 20, ils ont essayé de mimer les effets du jeûne, mais avec un régime alimentaire durable. Parce qu'on ne peut pas jeûner éternellement, donc on a certains bienfaits. Peut-on avoir ces mêmes bienfaits grâce à un régime alimentaire? Oui, c'est le régime cétogène. C'est là que ça devient intéressant. Oui, ouais, c'est clair. C'est vrai que quand j'ai jeûné, une semaine, ça allait, je débordais d'énergie. Au bout de 3 jours, j'ai appris par la suite que j'étais en production de cétone, donc je me sentais très bien. Le sommeil s'améliorait, j'ai perdu du poids régulièrement. La seconde semaine, ça devenait un peu plus pénible, dans le sens où bon, la masse musculaire était préservée certainement, quoique j'ai un petit peu de doute parce que j'étais assez sportif, mais je me souviens qu'une fois, au bout du 10e jour de jeûne, j'allais faire mon jogging quotidien, et au bout de 100 mètres, j'arrivais plus, j'étais à court Hmm. de tout, à court de carburant, à court de jus, Mais et donc je attention, prenais les pattes. c'est le vrai Et problème, ça. Tu poses le doigt sur le vrai problème. Je ne sais pas pourquoi il y a cette mythologie. Les jeunes longs impactent négativement la masse mm, musculaire. mm, Il faut le savoir. Je ne critique pas, hein. Il y a des gens mm, qui vont sur le jeûne parce qu'ils ont un objectif précis. Leur masse musculaire n'est pas leur priorité. Ils sont prêts à la sacrifier pour avoir un certain objectif, atteindre un certain objectif. Moi, ça ne me dérange pas. Mais ouais, faire croire aux gens que ça préserve la masse musculaire, c'est une connerie. c'est vrai. Concrètement, on peut le mesurer avec les urines. On fait Mm, un bilan azoté. Il n'y a pas de protéines qui rentrent dans le corps et des protéines qui sortent. C'est de mm, l'azote. mm, mm, Donc, on c'est peut vrai. mesurer exactement la quantité de muscles, de fibres musculaires catabolisées chaque jour. Mm, mm. Attention. Oui, ça, je l'ai appris par la suite, parce que c'est vrai que Shelton, dans son livre, disait que c'était d'abord tout ce qui était tissu adipeux qui allait nourrir le corps par le phénomène d'autolyse, et que la masse musculaire était préservée. J'ai testé, mais c'est vrai que concrètement, je n'avais pas les résultats qu'il obtenait. Donc après, les informations de l'époque, dans les années 50, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas faire les mesures que tu as faites, et puis Ah d'autres si, si, personnes. si, elle y était déjà. Franchement, c'était déjà un mythe. Tu prends, je vais citer Stéphane Finet, qui est un des pionniers sur le régime cétogène. Ses premières Mm, études datent de début des années 80. Début mm, des années 80, il disait arrêtez vos conneries avec les jeunes longs. mm, mm. 1980. Et moi, les études majeures que j'ai sont faites sur la famine et on est sur les années 60-70. Mm, On savait exactement que les jeunes longs, la famine, impacte négativement sa masse musculaire. Les gens qui sont sortis des camps de concentration après-guerre ne sont pas revenus avec leurs muscles. Hein. mm. Ils ont tout perdu. Hein. Oui, c'est clair. Et aussi la masse osseuse, il ne faut pas l'oublier. Oui. Dans l'équation, les gens souvent négligent la masse osseuse. Par exemple, le calcium est un micronutriment essentiel à la vie.
Mm. Si on ne mange pas de calcium, il n'y a pas de problème. Le corps, il sait faire. Il décompose les os. Il n'y a pas de Mm. problème. Mm. Mais on ne Mm. peut pas préserver sa masse osseuse avec. Et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, des gens qui sont touchés d'anorexie avec une masse osseuse largement impactée parce qu'elle Ouais. a été mise à contribution pour maintenir la personne en vie. Mm. Attention. Voilà. Oui, c'est exact. C'est vrai que j'ai aussi pas mal d'anorexiques dans la clientèle, mais c'est vrai que j'ai laissé de côté parce qu'il y avait aussi des troubles psychiques assez importants par rapport à certaines pathologies. Mais c'est vrai que quand tu voyais ces personnes, ça faisait vraiment mal de voir ces personnes décharnées Mm. et en très grande souffrance. Et rien n'est fait parce que moi, Nelly y est passée, donc je connais vraiment bien ce sujet-là. Aujourd'hui, si tu veux, les cliniques qui s'occupent de l'anorexie mentale, c'est remanger, prenez du poids, prenez du gras. Ils s'intéressent qu'à une chose, en fait, c'est la balance. Donc, la prise de masse musculaire, les micronutriments, la densité osseuse, le microbiote intestinal, tout le monde, littéralement, s'en balance. Il n'y a pas d'études de suivi à long terme. On pourrait mettre des cohortes en disant, voilà, vous avez été touché d'anorexie mentale, qu'est-ce qui se passe à 5 ans, 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer les choses? C'est pas fait. Voilà. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est la balance. Donc, vous faites 33 kilos, pas de problème. À 45, vous sortez de la clinique et ça s'arrête là. Vous reprenez du gras, quoi. Ils gavent les gens. Oui. Mais fondamentalement, ils ne font pas retrouver la santé, principalement des jeunes filles. 90%, ce sont des jeunes filles anorexiques. Ils ne font pas retrouver la santé à ces personnes-là. C'est dommage. Oui, c'est vrai. Après, avec ma démarche professionnelle, avec l'hypnose en particulier, l'hypnose profonde, c'est intéressant parce que pour les addictions, dont c'est une de mes spécialités aussi, parce que j'étais touché avec le surpoids pendant très longtemps. Là, d'ailleurs, je suis stabilisé à 80, à 87, 90 à peu près. Donc, depuis la découverte de l'alimentation cétogène, j'ai appliqué donc tout ce que tu recommandes dans tes livres, dans ton savoir, et de ce fait, j'ai perdu pratiquement 10 kilos, 10-12 kilos. Et j'ai un palier. Bon, je rebondis avec différentes idées, mais c'est vrai que j'arrive maintenant à un repas par jour et ça me suffit amplement. Je ne sais pas ce que je voulais dire au départ, mais c'est pas grave. Le matin, je ne mange pas. Bon, c'est un peu à la mode de faire un jeûne, je ne sais plus comment s'appelle ce nouveau nom, de ne pas manger le matin. Mais moi, je ne mange pas le matin parce que je n'ai pas faim, tout simplement. Et ça a du mal à faire admettre à ma femme qui, elle, préfère manger quelque chose de solide pour partir sur le bon pied dans la journée. Mais finalement, un petit thé, ça me suffit légèrement. Avec sa dose de sel aussi. Je remplis mon petit thé avec une cuillerée à café de sel, comme ça, moi, je suis tranquille. C'est surprenant au départ, le goût, c'est sûr. Mais après, impeccable. Plus de crampes, parce que j'ai commencé à mettre le sel dans mon thé quand j'avais plusieurs jours de jeûne, ou en tout cas, quand je commençais à me mettre en cétogène, parce que j'avais des crampes la nuit, je dormais, les membres tiraient. Donc, effectivement, c'était assez évident qu'il y avait un manque de sodium. Donc, le sel le matin dans le thé, c'est impeccable. Et ça a disparu. C'est tout ce que je fais. Tout ce que je prends le matin, à midi, au cabinet, j'ai droit au Tupperware de ma femme, qu'elle me prépare avec amour, avec de la viande, etc., et des légumes. Mais quelquefois, je fais durer sur 2 jours, parce que si je mange à midi, après, je somnole assez facilement et je n'ai pas envie. En plus, je n'ai pas l'appétit. Par contre, le soir, c'est impeccable. Le soir, quand on mange ensemble, assez tôt, 19h, je mange vraiment avec un bon appétit et ça me suffit amplement. En calories, je ne sais pas, la mesure de la calorie est totalement arbitraire, et superfétatoire. Enfin bon, bref, c'est vraiment exaspérant d'entendre tous les diététiciens français, de Français de Navarre qui parlent des diététiques, de calories. Ça sert strictement à rien, mais je préfère plutôt les grammes de lipides, etc., etc. C'est beaucoup plus intéressant. Exactement, c'est la base. Il faut vraiment se fixer, j'arrête pas de le dire dans tous nos livres, la Ceto Academy, etc. Fixez-vous un objectif en glucides, en grammes. Alors, il y a des gens, ils sont à très, très, très bas, à moins de 10 grammes, d'autres à 20, d'autres à 50 parce qu'ils ont une activité physique, etc. Donc, un objectif gramme en glucides, un objectif gramme en protéines, et c'est surtout ne pas être en dessous de cet objectif de protéines. Je vois beaucoup de gens qui mangent pas assez de protéines. Je vois des femmes, elles font des calculs pas possibles. J'ai vu quelqu'un l'autre jour qui pesait 50 kilos et qui m'a dit je mange 38 grammes de protéines par jour. Non, non, non et encore non. Les protéines, c'est pas l'ennemi et 38 grammes, c'est impossible. Donc, faut monter considérablement ces protéines. Le régime cétogène est normoprotéiné, mais des gens, une femme de 50 kilos, elle peut pas manger en dessous de 50 grammes de protéines, c'est pas possible. Et puis après, les lipides, c'est un variateur. Alors, certaines personnes ont un énorme métabolisme de base, elles vont brûler beaucoup de gras et elles vont mettre beaucoup de gras dans leur assiette, d'autres beaucoup moins. C'est un variateur. Et il n'y a pas de différence après entre la graisse de votre assiette et votre graisse corporelle. Donc, quand il n'y en a pas eu assez dans votre assiette, hop, c'est la graisse corporelle qui vient être mise à contribution. C'est très simple. Ouais, ça paraît évident. Hein. Maintenant, c'est Et, vrai et que pas de notion de calories là-dedans.
Bien sûr, bien sûr. C'est un peu comme un puzzle avec tous les éléments qui étaient disparates et avec l'alimentation cétogène, le puzzle est fini. Ça Mmh. forme une image d'ensemble. C'est vrai qu'un des avantages de l'alimentation cétogène, c'est d'avoir aussi réhabilité pour moi les protéines. Mmh. J'étais bassiné, non, non, il fallait manger différemment, toujours manger du sucre, enfin, équilibré, varié, et puis faire du sport. Mais Mmh. bon, demander à faire du sport à une personne qui est en surpoids, c'est un peu compliqué parce que déjà, il n'a pas l'énergie nécessaire, il a des problèmes d'articulation, etc. Donc, c'est peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Mais C'est une effectivement, les hérésie. protéines, c'est important. Et C'est une maintenant, j'en hérésie, mange à mais tous les repas. ça va dans le plan national où on te dit mangez moins, Oui, bougez plus, etc. Et moi, j'en vois aussi, des fois, je vois des gens qui font des 110, 120, 130 oui, kilos et qui se mettent au footing. C'est une oui. folie. C'est Mmh. une folie. Mmh. C'est une Voilà. folie parce qu'en plus, la conséquence, c'est que quand on les voit après en consultation, ben, ces personnes sont culpabilisées à fond. Mmh. Mangez moins ou mangez plus varié, mais faites du sport. Les Mmh. personnes n'arrivent pas à faire cela. Mmh. Elles ont de la bonne volonté, elles sont de bonne foi, elles veulent changer, elles sont en souffrance. Mais en appliquant ces recommandations que leur médecin généraliste bassine, ça ne marche pas. Et le pire de tout, c'est que ça peut même aller jusqu'à un effet pathologique. C'est-à-dire concrètement, moi, je vois énormément en particulier des femmes, plus de femmes que d'hommes qui Mmh. sont dans ce schéma-là, avec des dizaines d'années de restrictions énergétiques Mmh. et des femmes qui prennent du poids au-delà de 800 kilocalories par jour. Bon, je donne les calories pour donner un volume de nourriture. C'est pas parce que, hein, c'est pour donner une idée. En fait, une petite assiette avec pas grand-chose dedans. Au-delà de ça, elles grossissent parce qu'elles ont tellement réduit leur métabolisme de base. C'est ce qui se Mmh. passe dans l'anorexie mentale. Mmh. L'anorexie, on peut réduire jusqu'à environ 650 kilocalories par jour. Attention. Après, on fait comment pour faire redémarrer la machine? Les ratios de fission, de fusion mitochondriale, on a des cellules qui ont littéralement défoncé la quantité de mitochondries dans les cellules. On a Mmh. une dépense énergétique au repos Mmh. qui est extrêmement basse, une température corporelle très basse, et Mmh. des gens qui grossissent juste en regardant les gâteaux dans les vitrines, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est ça, c'est à ça qu'on arrive aujourd'hui dans dans cette culture de la calorie, de la restriction énergétique, etc., etc. Ouais. Il y a un moyen très simple pour moi pour voir la qualité métabolique d'une personne, de sa santé, c'est sa gestion du froid. Bon, Oui. on va parler, bon là aussi je peux rebondir sur Wim Hof, etc., que je connais bien et dont j'applique pas mal de techniques de respiration, etc. Mais c'est vrai que la personne, comment réagit-elle au froid? Donc on l'a vu en hiver, même en Occitanie où il fait comme des hivers assez doux. La plupart des personnes que je reçois, bon, qui sont déjà en souffrance, mal-être, addiction, problèmes de burn-out et autres, ont froid. Elle frissonne sans arrêt. Il faut pousser le thermostat du cabinet à fond. Donc, effectivement, une personne qui a froid, alors que normalement, c'est peut-être pas la peine, quand il fait 20 degrés dans le cabinet, de frissonner, montre bien qu'il y a un écroulement du système métabolique. Mm. Donc, le reste s'enchaîne. Donc, déjà, comme je disais au début de l'interview, il faut reprendre les bases. Et les bases, c'est l'alimentation. Mm. Et c'est très compliqué. Moi, je ne suis pas diététicien, nutritionniste. Et si je fais cela, ça risque de me retomber dessus. Oui, Après, bien en sûr. offre, je Mm. fais pas mal de choses et je donne des informations, des conseils en espérant que la petite graine sème. C'est vrai que les personnes que j'ai revues plusieurs années de suite me disent: «Ah, c'est gay, je suis pas en cétogène, c'était trop contraignant pour moi». Bon, on peut discuter sur le terme contraignant, mais voilà, je l'accepte. Par contre, j'ai baissé drastiquement ma consommation de sucre Mm. et me sortent également le terme: «Je suis en low carb», comme si c'était la fin du monde. Mais pour elle, c'était très bien. Une personne qui déjà parlait pas tellement bien l'anglais, low carb, j'ai dit: «Waouh, super, ouais, fantastique». Et la prochaine étape, c'est quoi? Ouais, mais Non, moi, je suis très optimiste dans le sens où dès que les gens, ils ont commencé à faire quelque chose sur leur alimentation et qu'ils commencent à avoir quelques bienfaits, ça mmh, leur donne, tu sais, c'est super important ça. Tu vas à la salle de musculation, tu pousses de la fonte pendant 3 mois, il se passe rien. C'est mort, les gens, ils lâchent l'affaire. mmh, Si tu fais un changement alimentaire radical et qu'au mmh, bout de 1, 2, 3 mois, tu as des changements importants, beaucoup de gens ont des problèmes d'allergie, de problèmes de peau, psoriasis, eczéma, oui, de problèmes de digestion, de problèmes de sommeil, de problèmes de migraine. C'est des choses simples, ça. mmh, Quand ils ont des bienfaits là-dessus, hop, là, ça leur donne l'envie et l'énergie nécessaire pour aller plus loin. oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est très compliqué pour changer les mentalités et les habitudes. Ça me rappelle ce dessin humoristique que tu as peut-être pu voir, enfin, on voit ça sur les réseaux sociaux, on voit donc une pièce avec 2 portes et devant ces 2 portes, il y a donc 2 personnes qui gardent les portes et puis il y a une porte où il y a une queue assez longue Mmh. et puis il y a une porte où il y a personne qui fait Mmh. la queue devant la porte et il y a des affiches sur chaque porte et la porte où il y a la queue, c'est, «Ne changez rien, prenez la pilule magique» ou «Pas d'effort».
Le dessin varie en fonction des pays. Et puis l'autre, c'est changer vos habitudes. Et puis c'est tout. La personne qui garde cette porte-là se morfond parce qu'il n'y a personne qui vient la voir. En thérapie, beaucoup de personnes aussi viennent et espèrent la baguette magique. Mhm. Les addictions, je suis addictif à différentes pathologies, l'alcool, etc., depuis des années. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas me guérir ça rapidement parce que je dois passer sur la table d'opération dans une semaine, parce que j'ai le mariage de mon enfant, donc je veux être présentable, ou rentrer dans mon costume que j'ai acheté il y a quelques années, et ainsi de suite. Mais je leur dis, écoutez, c'est oui, ok, ben, si je pouvais, je le ferais volontiers, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais ça ne marche pas comme ça. Et quelquefois, il y a les fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut être motivé, faire des efforts. L'échec est tout à fait normal, c'est bien, mais en tout cas, il faut avancer, il faut être en mouvement. Mm. Et puis après, vous prenez les informations à droite et à gauche. Donc, gardez toujours votre libre arbitre et puis testez, expérimentez. Mm. Oui, mais c'est vrai que tu le dis toi-même, bousculer les habitudes des gens, c'est compliqué. Si on prend factuellement les choses, tu parles de problème d'alcool, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'alcool. Mm. Eh bien, la littérature scientifique nous explique que le régime cétogène est exceptionnellement bon pour aider au sevrage alcoolique. Mm. Un addictologue, quelqu'un qui s'occupe des problèmes d'alcool, devrait prescrire systématiquement le régime cétogène, ce qui n'est pas fait. Mm. Faire un sevrage d'alcool en régime riche en glucides versus riche en lipides cétogènes, ça n'a rien à voir. Oui. Pourquoi, toi, au niveau du monde médical, c'est toujours pas su, ça? Alors que la science est là. Il suffit d'aller sur PubMed, la littérature, elle nous l'explique. Et comment ça fonctionne, surtout. Bien sûr, bien sûr. Il y a quelques années, j'ai été voir mon médecin traitant et puis je lui ai parlé que j'étais en alimentation cétogène. Il me l'a regardé avec des yeux qui, la pupille commençait un peu à s'écartiller. Et puis ensuite, il a dit oui, ok, c'est intéressant, si ça marche pour vous, pourquoi pas. Bon, je sentais quand même une certaine réticence. Pourtant, cette personne le docteur était jeune, était ouvert aux nouvelles idées, mais l'alimentation cétogène, j'ai appris par la suite que ce qu'il avait comme connaissance, c'était pas grand-chose. Donc, Oui. je crois que dans les 8 ans de médecine, pour être médecin généraliste, ou 10 ans peut-être, enfin ça dépend des cursus, eh bien, l'alimentation, la diététique, c'est un module de 2 semaines. 4 heures. Et c'est 4 heures, en fait. Ils ne font rien concrètement. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'arrête pas de. Je le dis tranquillement, hein, les médecins aujourd'hui, en termes de nutrition, ce sont des ignorants. Mm. Et j'ai formé des médecins en régime cétogène. Mm. Moi-même. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas nutritionniste. C'est juste que je les ai informés. Là, il n'y a encore pas très longtemps, quelqu'un m'envoie un mail en me disant « J'ai une stéatose hépatique, donc la maladie du foie gras non alcoolique, et mon médecin me dit que je vais me tuer avec le régime cétogène. Est-ce que vous avez de la littérature scientifique ?» Je cherche sur mes serveurs, il y a un peu plus de 100 études qui sortent. Régime cétogène et stéatose hépatique. Il faut être stupide pour ne pas le savoir. C'est scientifiquement documenté. Et puis, dans les portraits keto, c'est rigolo, mais la stéatose hépatique est arrivée plusieurs fois. Il y a plein de gens qui ont versé une stéatose hépatique. Je rappelle juste qu'en gros, maintenant, dans le bassin méditerranéen, ça concerne quand même 30% des gens, des adultes. On inverse une stéatose hépatique en moins d'1 an. Oui. Et je rappelle de façon bête, en disant, voilà, vous voulez faire du foie gras, d'oie ou de canard, vous n'y arriverez pas avec de l'huile de coco. Hein. C'est avec des glucides qu'on y arrive. Donc, quand on les retire, on retire le problème. Après, ces personnes sont prêtes pour Noël. Hein. C'est pas elles qui passent dans le four, mais enfin bon. Mais aujourd'hui, des hépatologues, des gens qui sont spécialisés, c'est leur métier en fait, le foie. C'est leur métier, la stéatose hépatique. Ils ne le savent pas. Ouais. C'est fou. Oui, tout à fait. Effectivement. J'ai une bonne amie qui est médecin aussi, et puis quand je lui ai parlé de l'alimentation cétogène, elle commençait à ouvrir les grands yeux, je lui expliquais un petit peu les grandes lignes, elle me disait, mais attends, tu vas passer en acidocétose, c'est mortel, etc., il faut te faire hospitaliser tout de suite. On était un groupe d'amis, ma femme Florence et moi, on s'est regardés, on était en cétose depuis déjà quelques années, donc écoute, là, il y a un petit peu un contre-exemple assez fort. Hein. On n'était absolument pas... Tu te rends compte, un médecin dans les années 2000 qui ne sait pas faire la différence entre l'acidocétose du diabétique et la cétose nutritionnelle. C'est un peu grave. C'est un peu comme un mécano qui ne sait pas faire son niveau d'huile de moteur. Je suis désolé, mais c'est un peu la même chose. C'est gravissime, d'ignorance. Oui. Et ça revoit aussi aux transmissions du savoir dans le monde médical. Et puis on peut aussi extrapoler dans pas mal de disciplines. C'est-à-dire que ces personnes étudiant en médecine apprennent des connaissances de la part de médecins ou de professeurs qui ont la cinquantaine bien tassée, qui ont eux-mêmes eu ces connaissances de la part d'autres personnes. Donc, le renouvellement des connaissances, ça ne se fait pas comme ça non plus. Après, ces pauvres médecins ont aussi des journées très chargées avec des pathologies à guérir. Ce qui me gêne vraiment, c'est ce biais. Moi, tous les jours, je suis confronté à des choses que je ne connais pas. Tous les jours.
Et quand je suis confronté à quelque chose que je ne connais pas, je n'ai pas d'avis. Donc, je cherche. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que cette chose que je ne connais pas, etc. Et je me forge mon avis. Si un médecin est confronté à un patient qui dit « Moi, j'ai perdu 20 kilos ou j'ai inversé ma stéatose hépatique grâce au régime cétogène », si je suis médecin et que je ne connais pas, ben, je vais sur PubMed, je tape ketogenic diet ou kétosis, ce qu'on veut. Là, je vois la littérature et je m'informe. Voilà, c'est tout. C'est ce biais-là, en fait, qui est vraiment toxique aujourd'hui. Et c'est ce qui me fait, pour moi, être très pessimiste, parce que la médecine n'est plus dans de la science. La médecine, ça devient une dérive sectaire. On croit des choses, mais on ne sait rien. C'est tout à fait vrai. Ouais. Ça fait des ravages. Oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont de vraies pathologies qui peuvent être gravissimes, qui vont aller jusqu'à la chirurgie, etc. Et on peut facilement, avec une petite intervention diététique, leur éviter l'hôpital, leur éviter les médicaments à vie, leur éviter des complications qui vont être parfois handicapantes, quoi. Oui. Je pense par exemple à l'ablation de la vésicule biliaire. On sait que les problèmes de vésicule biliaire, c'est dans un régime occidental pauvre en lipides, et on inverse ça avec un régime cétogène. Mais non, les gens, ils vont jusqu'à l'hôpital et on enlève la vésicule. Je suis désolé, mais ça, on peut l'éviter. Ça me rappelle une anecdote. J'ai une personne de ma famille qui, effectivement, on lui a enlevé sa vésicule biliaire parce qu'il y avait des calculs, etc. Bon, déjà, c'est un peu complexe comme pathologie, etc. Mais je par là que pendant les analyses, on s'est aperçu qu'elle avait un foie gras également, une stéatose hépatique non alcoolique. Et c'était marqué sur l'ordonnance, il n'y avait aucune indication de « Oh là, il faut faire quelque chose, ça ». C'est passé à l'as. Et donc, cette personne ne sait pas qu'avec une alimentation cétogène, elle pourrait inverser ce problème. Mais le vrai problème, c'est pour ça que je dis qu'on est dans une dérive sectaire. Concrètement, nous avons 30% du bassin méditerranéen, donc Espagne, France un peu moins, Italie, Grèce, etc. 30% de stéatose hépatique. Tu vas voir un médecin nutritionniste, tu vas voir un hépatologue, tu lui dis « Monsieur, je voudrais inverser par une approche alimentaire ma stéatose hépatique, qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, elle va vous répondre « Manger un peu de tout, manger équilibré. » Donc, en gros, 55% de glucides. Oui. Je garantis qu'avec ça, vous n'inversez rien du tout. Hein. Et dans le meilleur cas, c'est pas trop gras, pas trop sucré. Le pas trop sucré commence à arriver, mais on ne sait pas trop comment, peut-être en lisant ce qu'on dit dans les médias, etc. D'ailleurs, cette personne, mon ami médecin, cette femme médecin qui m'a dit que oh là, tu seras un acidocétose, c'est dramatique, etc. Maintenant, eh bien, lit les livres de Inchospé sur le sucre. Donc, elle arrive un petit peu à rentrer un petit peu dans cette nouvelle façon de penser que le sucre, c'est mauvais pour la santé. Après, alors, par contre, je suis un peu frustré avec cette histoire de sucre parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'explique pas correctement les choses. Les glucides, c'est une chose, le sucre, c'est autre chose. Les glucides, c'est plus de 50 noms différents. Et le vrai problème des glucides, le numéro 1, c'est l'amidon. C'est pas le sucre. Le sucre est secondaire. Moi, si je voulais être extrémiste et un peu radical en disant aux gens, gardez votre sucre et retirez l'amidon. Parce qu'en retirant l'amidon, vous allez retirer 80% du problème. Hein. Le sucre, c'est peut-être que 20%. Hein. Attention. Et tu prends le riz, les pommes de terre, le pain, les pâtes, les pizzas, etc. Ça, c'est absolument... Et c'est des bombes à sucre. Hein. Oui. Parce que l'amidon décompose notre intestin en glucose. Bien sûr. Et c'est pas, tu vois, si tu compares 150 grammes d'amidon, 200 grammes d'amidon par jour versus 30 ou 40 grammes de sucre, on se rend compte que le problème numéro 1, c'est l'amidon. Oui. Et il faut manger des féculents parce que c'est bon pour avoir l'énergie, etc. Ça calme, etc. C'est indispensable pour la vie et tout cela. Je crois d'ailleurs que même les glucides sont absolument pas nécessaires pour le cerveau. Le corps peut les fabriquer, mais je crois que fondamentalement, le cerveau n'a pas besoin de glucides. Tu vas peut-être me dire cela, mais... il suffit de voir, toi, tu as pratiqué les jeûnes non, tu serais mort si c'était obligatoire. Oui, il y a le cerveau qui peut fabriquer lui-même ses propres glucides avec les protéines. Il faut être abruti, en fait. Et j'ai vu des diabétologues le dire, donc je vais peser mes mots. Il faut être abruti pour dire que les glucides sont indispensables à la vie, indispensables à l'énergie du cerveau. Puisqu'il suffit de regarder la quantité de glucides disponibles en stock dans votre corps, tout stock confondu, parce que c'est stock théorique, parce qu'en pratique, on ne peut même pas avoir accès complètement à ces stocks-là, autour de 400 grammes de glucides par jour. 400 grammes de glycogène, donc stocké dans notre corps sous forme de glycogène dans le foie et musculaire. Mais le musculaire reste dans le muscle, le foie va être utilisable pour le cerveau. Et regardez la consommation de glucose de votre cerveau.
Et là, quand vous faites l'opération mathématique, en 2 jours, vous êtes mort. Donc, si vous faites un jeûne de 30 jours, par exemple, comment c'est possible que vous soyez encore en vie? Déjà, sur le papier, ça ne tient pas 2 secondes. Oui, il y a une incohérence flagrante. Voilà. Et après, on sait très bien qu'à la base, le cerveau n'est pas fait pour consommer 100% de son énergie sous forme de glucose, mais utilise des substrats énergétiques lipidiques transformés en corps cétonique pour être utilisables. Point. Et on arrive à peu près à des 85-15. Donc 85% utilisation de corps cétonique pour le cerveau, 15% de glucose. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que l'alimentation cétogène, c'est quelque chose qui devrait être enseigné dans les écoles. Tout médecin devrait savoir ça. Et tous les médecins aussi, oui, c'est sûr. On en est un peu loin en France, c'est pas évident. Heureusement, il y a des personnes, il y a des livres disponibles. Encore faut-il aller chercher, pêcher la bonne information. Et c'est pas évident non plus. Tu sais, c'est compliqué parce que, en France, il n'y a pas grand monde de qualifiés pour parler de ça. Aux États-Unis, un peu plus, c'est-à-dire tu as beaucoup plus de spécialistes, des néphrologues, des neurologues, donc des vrais médecins qui ont parlé du régime cétogène, de l'acéto-nutritionnel pour des bienfaits spécifiques. Alors, forcément, leur diplôme, leur expertise fait qu'ils ont un poids supérieur, mais c'est encore pas suffisant pour changer radicalement les choses. On parle de diabète de type 3 aux États-Unis, qui est la maladie d'Alzheimer. Donc, on voit directement le lien avec le glucose, en particulier l'insuline. Même quand c'est des neurologues qui en parlent, tu n'as pas vu une campagne massive pour dire aux Américains arrêtez de bouffer des glucides, ça développe Alzheimer. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Jason Fung l'avait dit, le problème principal, c'est la résistance à l'insuline. Après, tout en découle. Tout à fait. Mais ces termes-là, je ne les ai jamais entendus de la part des médecins que je fréquente, de la part des personnes aussi qui sont en surpoids, etc. Mais ils ne mesurent même pas, quand ils font un bilan biologique, ils ne mesurent même pas l'insuline. Ils vont mesurer la glycémie, mais ils ne vont même pas mesurer l'insuline. Alors là aussi, c'est vraiment un gros problème. Quand on fait des analyses sanguines, on prend les mesures cholestérol, glycémie, etc. Alors avec le cholestérol, c'est compliqué. On te rend ton ordonnance et puis il y a la personne qui a fait les analyses ou la secrétaire qui commence à faire des grands yeux, monsieur, allez consulter votre médecin toute urgence, votre taux de glycémie est trop élevé, etc. Enfin oui, mais enfin les taux chaque année on les abaisse de plus en plus. Donc finalement toute la population française va passer en état de prédiabète bientôt finalement. Oui, mais pour le cholestérol, de toute façon, je vais rappeler un point essentiel. Toutes les mesures biologiques de laboratoire sont faites pour représenter la population. La population, à 99%, elle a un régime riche en glucides. Donc, il y a un certain profil dont les minéraux, le profil lipidique, la glycémie, l'hémoglobine glyquée, etc., etc. Quand on passe sur un régime cétogène, les normes changent. Par exemple, si vous mesurez l'insuline de quelqu'un qui a un régime occidental à 55% de glucides versus quelqu'un qui est en régime cétogène, les niveaux d'insuline vont être divisés par 3 ou par 4, ce qui devient normal pour quelqu'un qui est en keto. Le problème, c'est de trouver le professionnel de santé capable d'interpréter ces chiffres. Les chiffres sans contexte, ça ne veut rien dire. Tu vois, par exemple, on prend les panels thyroïdiens, les gens sont perdus avec ça. TSH, T4, T3, T3R et tous d'autres métabolites, si ce n'est pas mis dans un contexte, les gens ils sont incapables d'avoir un avis. Tu vois. On a des gens qui sont considérés comme hypothyroïdiens, mais ils n'ont pas les problèmes. Ils n'ont pas de problème de poids, ils n'ont pas de problème de température corporelle, il n'y a aucun signe clinique. Donc, il faut regarder un petit peu les détails, quoi. Et aujourd'hui, les analyses biologiques, sauf chez quelqu'un qui est parfaitement formé, ce qui est ultra rare, ne veulent plus dire grand-chose. Et le premier problème dans le régime cétogène, et ça, c'est le cholestérol. On le sait très bien. Dans un profil lipidique chez quelqu'un qui est en cétogène, les triglycérides vont baisser, le HDL va probablement monter, et dans une certaine population, 10-15%, particulièrement les gens très minces, sportifs très maigres, le LDL va monter, voire monter radicalement. Et ça, un médecin n'est pas formé pour savoir lire ça. Non. C'est pour ça que le travail que tu fais avec les interviews, etc., de médecins particuliers, ça donne une crédibilité scientifique, entre guillemets, mais ça montre que c'est possible. C'est vrai que les exemples, on a envie de les copier, on a envie de faire pareil, surtout avec les résultats. Tu avais interviewé donc, les époux Dufournet, il me semble, il y a quelques temps. Maurice et son épouse, oui. Les deux. Et c'était vraiment très intéressant. Et puis, ils ont aussi une chaîne, je fais un peu de pub, chaîne YouTube, qui est très intéressante parce qu'ils vont dans les détails avec des explications précises, factuelles. C'est très, très riche, très dense. Bon, après, comme c'est aussi très riche, très dense, très sérieux, très factuel,
l'autorité avec YouTube n'est pas non plus ce qu'elle devrait. Oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'audience, hein. C'est pas vendeur, c'est pas le dernier iPad qui est montré en évidence sur la tech, etc. Mais c'est dommage, hein. Ta chaîne YouTube aussi. C'est un début. Le problème, c'est qu'on est au balbutiement de ça. Les gens compétents, capables de s'exprimer sur ces sujets-là sont très rares. Et aujourd'hui, les gens, globalement, qui ont un métier, une femme, des enfants, etc., eux, ce qu'ils veulent, c'est un professionnel de la santé sur lequel se reposer et pas avoir à prendre des décisions. C'est le professionnel de santé qui les prend. C'est comme quelqu'un qui fait sa mécanique à la maison sur sa voiture versus quelqu'un qui l'amène au garage. Oui. Eh ben, les compétences nécessaires pour pouvoir faire l'entretien complet de sa voiture, maintenant en plus avec l'électronique, font que c'est rédhibitoire. Et aujourd'hui, toutes les constantes biologiques, elles sont d'une complexité folle, elles sont interconnectées. Savoir les lire, les interpréter pour se dire, OK, ce que je fais, c'est bien ou pas, c'est compliqué. Moi, je le fais, par exemple. Ça fait, j'ai pas vu de médecin depuis, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Quand j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais au laboratoire, je dis, voilà, je veux ça, je veux ça. Maintenant, on a plein de tests en plus qui peuvent se faire à la maison avec des gouttes de sang. Super pratique. Et je sais interpréter les chiffres, mais quasiment personne ne sait faire ça aujourd'hui. Ouais. Et donc, les gens sont perdus. Ne serait-ce qu'un cholestérol, tu as un cholestérol à 3 grammes en keto total. Qu'est-ce que tu fais avec ce chiffre, en fait? Ton médecin te dit, oh là là, il faut prendre une statine. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est problématique. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le travail que tu fais, toi et ta femme, Nelly, c'est fantastique. Je vois avec mon parcours historique, hein, moi oui, à partir de 2015, c'était compliqué pour moi de gérer l'alimentation pour retrouver une certaine forme, mon niveau sportif, etc. Donc, là, je vois sur mes notes, je me suis inscrit au groupe Facebook It Fat to Be Fit en octobre 2017. Ça ne nous rajeunit pas. Non. Ensuite, j'ai acheté le livre Le GLAC. Le GLAC, c'est le grand livre de l'alimentation cétogène. J'adore les acronymes. En mars 2017. D'ailleurs, je me suis planté. Enfin, bon, bref. Ça s'est enchaîné. Après, il y avait l'adhésion. J'ai fait l'adhésion, donc Eat Fat to Be Fit, en février 2018. Au tout début de la Céto Academy, à la naissance de la Céto Academy. Ouais. Exactement. Donc là, j'avais beaucoup d'informations qui me disaient, non mais attends, tu peux changer ta façon de vivre, d'alimentation, parce que l'alimentation, le gras c'est la vie, comme disait la série bien aimée. Oui. Et puis après, le livre Bonjour Keto en mars 2023. Et donc, moi, je me suis mis je ne sais plus, je m'y perds un petit peu. Oui, découverte keto en 2015 en faisant de la veille informative. Après, bon, je suis tombé sur tes sites, etc. Et j'ai commencé le keto strict le premier semestre 2018. C'était radical. Les 6 premiers mois, c'était impeccable. Bon, les premiers jours, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait gérer la faim qui venait. Et puis après, je l'ai géré, j'ai mangé plus de fromage, tout simplement. Et comme j'aime le fromage, c'est impeccable. Et puis, je perdais du poids tout doucement. Alors, c'est un peu embêtant parce que ma femme Florence n'était pas en keto. Elle regardait ça d'un œil un peu distrait. C'est une fille d'agricultrice avéronaise. Donc, elle adorait les fruits en particulier. Et elle m'a confié qu'elle mangeait pratiquement en été avec tous les fruits délicieux, appétissants qu'il y avait. Des fruits transformés, parce que ce n'est pas des fruits préhistoriques, encore une fois, hein, mais pratiquement une demi-douzaine, voire une dizaine de fruits par jour. Et donc, elle n'était pas grosse, elle n'a jamais été en surpoids, mais elle avait certainement peut-être un début de stéatose, un foie gras, avec tout ce fructose qu'elle ingérait. Le fructose est très, très, très dangereux. Effectivement, tu disais les amidons, mais je rajouterais aussi le fructose, parce que ça, c'est un peu indolore. Et puis ensuite, elle a vu que ça marchait bien pour moi, que j'étais content, que j'arrêtais les jeûnes aussi, que j'avais de la vitalité. Et donc, elle a commencé le keto. Et alors, quels sont les bienfaits qu'elle a pu récupérer pour sa part? Alors, les bienfaits, le bienfait principal dont elle fait part, c'est la clarté mentale. Elle a un métier très prenant. Elle travaille beaucoup, surtout pendant le Covid, parce que son entreprise fournissait les vêtements professionnels pour les médicaux et les paramédicaux, donc c'est les seuls à travailler pratiquement. Une époque assez troublée, et donc elle était pratiquement en état de burn-out. Mais grâce au keto, à l'alimentation cétogène, elle a pu tenir les cadences, le travail, avec une exigence mentale qui est la sienne, avec une activité physique aussi, et c'était impeccable. Et sans être en keto, elle aurait craqué plusieurs fois. Et moi, c'est pareil. Hein. La clarté mentale en keto, c'est absolument fantastique. Je suis très visuel, donc je fais des associations d'images très vite dans la tête, mais ça percute très très vite aussi. Et puis une intelligence intuitive assez développée aussi. Donc le client que j'ai en face de moi, tout de suite, tac, tac, je vais un peu à l'essentiel. Donc quelquefois, il faut s'arrêter aux étapes intermédiaires, mais c'est vrai que le keto lève pas mal d'inhibitions également.
Oui. Après, pour le sport, l'activité physique, l'endurance, c'est constant. C'est évident que pas la peine de manger non plus, de faire des ravitaillements pour des randonnées en montagne qui sont parfois un peu exigeantes avec, des arrêts, fructose, des arrêts, barres céréales des barres de céréales et cetera. C'est pas la Mmh. peine. J'ai un sac à dos qui s'est allégé et puis que ce que je prends, bah, je prends de l'eau avec, du potassium, du magnésium et puis, ça me suffit comme, électrolyte et puis avec cela, c'est impeccable. Mmh. Après, il y a le rythme social aussi. C'est vrai qu'on sort beaucoup, ma femme et moi, au restaurant, des vacances et la famille. Et là, c'est un problème. Un problème que j'ai pas entièrement résolu. J'ai vu Ah, que madame Dufournet, effectivement, a pu s'affranchir vraiment de l'addiction au sucre depuis quelques années, je crois, à Noël en particulier, à Noël passé ou il y a quelque temps. J'en suis pas encore là. Je fais des rechutes. d'accord. Et bah, la solution simple, hein, pour moi, ça a toujours été, d'organiser soi-même, l'événement. C'est-à-dire que si tu es Mmh, invité à un anniversaire et que tu sais qu'il va y avoir un gâteau et que tu vas avoir envie d'en prendre et cetera, bah, tu fais un gâteau cétogène que tu amènes, que mmh, tu fais goûter aux autres et toi, mmh, tu as ton gâteau. Voilà, oui, c'est la solution simple pour contourner le problème. oui, mmh. Là, récemment, nous avons passé, une petite semaine, en vacances dans au Pays basque et nous avons réussi à tenir, plus de la moitié du séjour en keto. Mmh. C'est une petite victoire. Après, on a craqué un petit peu. Bon, enfin, il y avait beaucoup de fruits de mer, donc c'était impeccable. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi de bonnes pâtisseries et puis nous avons craqué. Après, ça m'arrive de moins en moins souvent et puis la fois ensuite, je me mets un jour en jeûne, c'est-à-dire que je mange pas, j'ai pas faim et puis je remets les curseurs à zéro et puis je repasse en cétogène en 48 heures, 3 jours maximum. Mmh. Mais, ça s'organise. Franchement, le contournement, l'évitement, c'est certainement la solution la plus simple. Mmh. C'est-à-dire inviter des gens chez soi plutôt que d'aller chez les autres où on va pas maîtriser. Mmh. Éventuellement, si on sait que le repas va s'éterniser et qu'on va être affamé et cetera, pourquoi pas manger un peu avant Mmh. pour avoir le choix sur place de dire: «Non, ça, j'en veux pas» ou amener les desserts, amener les gâteaux, crêpes, gaufres, gâteaux, pain cétogène aussi, c'est la même chose. En Mmh. l'amenant avec soi, on contourne souvent le C'est vrai. ça aide à contourner le souci. C'est un petit peu comme faire les courses dans un supermarché, si on y va dans Oui, le supermarché en ayant faim, on n'a pas mangé, c'est sûr qu'on va craquer sur beaucoup de choses. Donc exactement, c'est un peu la même chose. Ouais. le fait de pouvoir manger un petit peu quelque chose, des lipides ou des protéines, ça aide après à tenir beaucoup plus facilement. Mmh. Après, c'est Ça, la c'est même une bonne chose chose. pour ceux qui veulent pas casser leur cétose. S'il y a, on va dire, par accident, une consommation de glucides, je pense par exemple à la part de gâteau qui va amener 70 grammes ou 80 grammes de glucides d'un coup, des choses comme ça. Mmh. Mmh. L'activité physique juste derrière, ça aide aussi. Oui, ouais, C'est-à-dire c'est vrai. le petit tour pour aller, ça fonctionne. Il y a eu plein de Mmh. tests qui ont été faits. Tu prends, je sais pas moi, à jeun, tu t'enfiles une canette de Coca-Cola comme ça, tu regardes ta glycémie, tu vas voir un vrai pic. À Mmh côté mh. de ça, si tu prends ton Coca-Cola et que tu commences à faire une randonnée avec un peu de dénivelé, en montant en Mmh. montagne, tu vas voir que ta glycémie, elle va rester en dessous 100. Mmh. Parce Mmh. que ton glucose, il va être consommé au fur et à mesure qu'il va être digéré. Mmh. Ouais, Tu c'est vois? vrai. Donc Mmh. la petite balade juste après un repas avec ce genre de choses, ça aide au moins à limiter la casse Mmh. et à Mmh. brûler tout de suite cet excès de glucose. Oui, ouais, c'est juste, c'est vrai. Je voulais aborder un point également, je ne sais plus trop, ah oui, c'est vrai qu'avec les personnes qui sont dans des addictions alimentaires ou d'autres sortes d'addictions, il y a aussi la composante psychologique importante parce que Mmh j'ai mh. fait de l'hypnose profonde, donc en transe profonde, on dialogue avec les parties de soi qui sont responsables des pathologies. Mmh. Donc la boulimie peut être alimentaire, par exemple, peut être considérée comme un symptôme, mais la Mmh. cause n'est pas au niveau conscient et au niveau inconscient. Et quand on dialogue avec une partie inconsciente, en hypnose profonde, avec différents systèmes d'hypnose, le signaling, l'écriture automatique, et cetera, on dialogue avec cette partie profonde qui envoie le symptôme, qui envoie le craving, la compulsion alimentaire, et cetera. Et en dialoguant avec cette partie inconsciente, dans beaucoup de cas, un certain niveau de transe et avec certaines parties émotionnelles, bien souvent, il y a, le corps est maltraité. On va plus loin, c'est maltraité parce qu'elle mange n'importe quoi et ainsi de suite. L'inconscient n'a pas forcément cette notion d'alimentation cétogène, mais il y a un constat que ça se passe mal pour, ce qui rentre dans le corps. Après, il y a aussi des problèmes, de trauma qui n'ont pas été résolus et cetera et une partie inconsciente envoie le symptôme de manger plus. Mmh. Pourquoi? Parce que cette partie inconsciente est en souffrance par rapport à un trauma, un divorce, par rapport à un corps qui, n'en peut plus de crier parce qu'on le néglige, avec une alimentation déficiente et cetera et donc on voit ce qui est facile.
Comme je disais tout à l'heure en off, il y a des boulangeries partout. Donc, beaucoup de personnes de mes clientes, avant d'aller au travail, s'arrêtent 2 ou 3 fois à des boulangeries pour apporter un sac de croissants pour toute l'équipe du travail sur la pause de 10 heures. Mais la pause de 10 heures, elle a commencé déjà quand tu arrives au travail à 8 heures avec des croissants, et puis après, ainsi de suite. Il y a le pic de glycémie, etc. Au bout d'une heure et demie, 45 minutes, ça dépend des personnes. Hop, on a faim, la fringale. La personne est accro, tout simplement, un peu comme la cigarette. Mm. La cigarette, c'est. Voilà. La personne fume, et puis ensuite, elle se sent bien, elle a de l'énergie, son esprit percute, mais oui, mais tu es accro, tu as eu ta dose. Donc, c'est normal, c'est reparti pour 45 minutes. Mais dans 45 minutes, tu verras un peu ta douleur. Et c'est vrai qu'en hypnose, c'est intéressant pour savoir la part des choses entre la part physiologique et la part psychologique. Et c'est Mhm. vrai que si on pouvait considérer que l'alimentation cétogène est une première intention pour la plupart des pathologies, la plupart des maladies psychologiques, ça simplifierait beaucoup la tâche. Mm. Je suis Parce que le convaincu corps aussi. fonctionnerait mieux, la personne n'aurait plus de craving, de compulsion alimentaire, et il n'y aura plus le petit hamster dans la tête qui tourne en permanence dans sa boule, dans sa roue, qui crie non, j'en peux plus, j'en peux plus. Ouais. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire de l'auto-hypnose enfin, sur moi, en plus en faisant avec les patients, mais surtout sur moi, j'étais assez profond et il y avait un inconscient qui m'a dit, mais vas-y, prends ton envol. Dans le sens, dépasse un peu tes limites, aussi bien au niveau sportif, au niveau alimentaire, etc. Et donc, c'était dans les années 2017-2018 et l'alimentation cétogène est arrivée au bon moment. Et donc, l'alimentation cétogène, j'ai eu un satisfecit de la part des inconscients, des personnes, des parties en moi qui disaient non, c'est tout bon, c'est très bien, vas-y. Et là-dessus, c'est greffé donc d'autres approches comme la respiration Wim Hof, par exemple, avec la gestion du froid, le mental. Bon, c'est vrai que Wim Hof a appris beaucoup de choses du yoga du froid, etc. Et puis, le fils Wim Hof a fait un système qui est très efficace, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bon sens. Et puis aussi Ouais, l'autre mais jeudi. on va séparer le père du fils parce que le fils a récupéré Oui, le business du oui. père, mais à la base, le père, c'est quelqu'un de fondamentalement sain, on va dire. Et entre guillemets, marketé des choses qui sont plutôt anciennes. Et il a associé aussi des choses. Donc, l'exposition, j'avais fait un article en 2018, je crois, sur le site. J'avais même eu un code de réduction à l'époque pour les gens qui étaient membres du site. C'est vrai. J'en suis servi L'exposition d'ailleurs. au froid et la respiration, essentielle. Mais tu as d'autres respirations. Hein. Par exemple, Buteyko fait un excellent travail. Moi, j'ai Mm, étudié un peu les deux. mm, Wim Hof et Buteyko, c'est des choses complémentaires. mm. On ne sait pas respirer. Moi, j'arrête pas de le dire. Je travaille avec plein de sportifs. Et les gars, je leur dis, vous ne savez pas respirer. On va vous apprendre. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Hier encore au cabinet, j'ai reçu une personne qui avait des troubles anxieux avec des crises vraiment très costauds. On a commencé à parler des fondamentaux, comment vous respirez. Mais c'est vrai que la personne ne savait pas respirer. Elle avait fait une séance, elle avait fait une thérapie d'un an et demi avec une psychologue qui lui a jamais appris comment respirer pour maîtriser justement ces crises d'angoisse. En une séance déjà, elle a pu gérer une respiration avec un inspire, une expiration 2 fois plus longue, et déjà elle a senti, et ça se voyait visuellement, qu'elle déposait un peu les armes, elle se calmait. Ah oui, et tu as tout un tas de mythes comme ça qui perdurent. Tu parlais d'acidocétose tout à l'heure, donc on rappelle que c'est un changement de pH sanguin. Alors, tout un tas de mythes du genre, manger des protéines, ça va vous acidifier, l'indice de Pral, etc. Et quand on pratique des méthodes de respiration et qu'on mesure l'acidité de ses urines, on voit de façon immédiate, en quelques minutes, comment on peut impacter le pH urinaire juste en sachant respirer. Donc, à un moment donné, la respiration, elle est essentielle. Aujourd'hui, de façon courante en Occident. Il y a plein de choses qu'on s'imagine savoir faire. On s'imagine qu'on sait manger, on ne sait pas. On s'imagine qu'on sait boire, on ne sait pas. Par exemple, j'ai fait un article sur manger pendant les repas ou pas, qu'est-ce qui se passait. Les gens s'imaginent qu'ils savent courir, mais non, parce qu'on voit qu'avec avec la méthode de Light Fit Running de Solar Oui, Bergsel, barefoot, les gens on leur enlève leurs chaussures téléphone. et ne savent plus courir, etc., etc. Donc il y a des choses qu'il faut considérer qu'on nous a menti, on nous a désinformés, on repart sur des fondamentaux et on réapprend. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le travail que tu as fait avec l'Aceto Academy, c'est absolument fantastique. On se l'est fait 2 fois de l'Aceto Academy, d'abord la version papier, avec les articles très fouillés. Bon, c'est un peu compliqué à lire parce que les paragraphes sont très denses. Après, la version vidéo, donc c'est très très bien. C'est l'Aceto Academy pour les nuls. Avec ma femme, on l'a refaite une seconde fois. On a adoré. Il y a les mises à jour aussi, donc vous avez fait un travail fantastique. Et là-dessus, on s'est appuyé pour se mettre en cétose. Et l'objectif, pour moi, c'est continuer à perdre un peu de poids pour revenir à peu près dans les 80, 75, 80.
J'ai encore un peu de chemin, mais je fais ça tranquillement et puis ça baisse de façon régulière. Je me pèse une fois par mois, ça suffit amplement. Et puis, je ne sais plus où je voulais en venir, j'étais parti là-dessus. Ah oui, il y avait aussi un article que tu as fait sur l'eau, sur la Mmh, qualité de l'eau, comment bien mmh, boire, il y a mmh, quelques années. Sur mmh. le moment, je n'ai pas prêté trop attention parce que bon, il y avait déjà suffisamment à faire avec ce qu'on mangeait, le solide, l'alimentation. Ça nous a occupé un certain temps. Et puis récemment, dans les médias en France, il y a eu ce scandale larvé chronique est apparu sur les eaux en bouteille avec le groupe Evian, Contrex, enfin bon, bref, Mmh. des grands groupes industriels qui mettent l'eau en bouteille, soi-disant pure, eau de source, cristalline et autres. Et puis on s'est aperçu que pendant des années, il y a eu des problèmes de contrôle, des contaminations fécales et autres, des nappes phréatiques n'étaient pas aussi imperméables que ça, et donc les eaux en bouteille qui étaient soi-disant pures ou traitées, différentes typologies d'eau minérale, mais c'est vrai qu'elles étaient contaminées. Bref, Mmh. d'acheter de l'eau en bouteille au prix de l'eau pure, mais qui était en fait de l'eau qui a été retraitée, Mmh. charbonnée et ainsi de suite. Donc là, je me suis Et souvenu cerise un sur peu. le gâteau avec microplastique, parce que c'est souvent des bouteilles en plastique. Voilà, exactement. Des polluants éternels et autres. Ah, mais je rappelle, sur les dernières biopsies, ils étaient à 99% de présence de microplastique dans les testicules des hommes, hein. Ouais. Mm. 99%. Le niveau de pollution, c'était pour pas dire 100%. Le niveau de Mm. pollution est tel que Mm. les microplastiques, c'est une vraie catastrophe et les bouteilles d'eau participent à ça. Mmh. Oui. Donc voilà, la baisse de la population mondiale, il y a une cause assez classique, il suffit de rien faire, ça baissera tout naturellement si on continue à boire de l'eau en bouteille. Et être, oui, c'est ça, être exposé à ces jets polluants, ces insecticides, etc. Mmh. Et donc, tu avais mis dans ton article sur la qualité de l'eau Mmh. la marque Bexley, qui vend les Oui. fontaines à eau en particulier. Et Mmh. donc, depuis 6 mois, je crois, nous avons acheté une fontaine à eau, un modèle un peu familial qui trône dans la cuisine. Et puis, ma foi, toute l'eau que nous consommons vient de la fontaine à eau. C'est simple, économique, il y a pas Oui, d'électricité, c'est de la bien low sûr. tech, tu achètes ça à vie. Oui, Les filtres, la durée de vie des filtres noirs, si tu les nettoies une fois par an, elle est extrêmement longue, je sais plus combien, mais en oui, gros ça ça 10-15 dure ans. des années, Voilà. incroyable. Et là, on a de l'eau à la fois, c'est global, c'est l'eau qu'on boit, OK? C'est Oui, l'eau pour faire tisane, thé, café, et exactement. cetera, mais c'est Mm. aussi l'eau de cuisson. Si vous Oui. cuisez des légumes, moi, je fais tout avec et c'est pour ça que j'ai un grand modèle aussi parce qu'on consomme de Mm. l'eau qu'on va pas forcément boire, mais et là, c'est l'idéal, ouais. Est-ce que ça Oui. filtre tout? On voulait acheter le petit modèle, mais il était en rupture de stock à ce moment-là, donc on a passé au modèle royal ou un truc costaud. Voilà, alors Et pour puis on a vu l'anecdote, en tu juin, sais on s'est dit, oh là, mais comment est-ce qu'on va faire pour le rentabiliser? Enfin, dans le sens où le charbon le filtre va se sécher entre temps, etc. Mais finalement, on s'aperçoit que non. D'ailleurs, j'ai rajouté 2 autres filtres contre les icides qui se trouvent en dessous, les trucs blancs. Et ma oui. foi, je recharge tous les 2, 3 jours et ça va très bien au niveau rythme. Pour l'anecdote rigolote, quand j'ai décidé d'acheter ça, Nelly elle me dit non, tu prends pas le grand modèle, on n'a déjà pas de place à la maison, ça va prendre trop de place. Je dis, si, calcule bien le truc, c'est ce modèle-là qu'il faut pour les autres cuissons, etc. Et finalement, moi, je l'ai rempli systématiquement, intégralement tous les jours. Donc, c'était la bonne taille de Mm. carafe. Ouais, tous les jours, et on n'en est pas encore là. Moi, je la remplis moi-même tous les 2 jours. Après, on a changé les carafes en plastique, Brita et autres, on les a remplacées par des carafes en verre, tout simplement, qu'on Voilà, fait moi régulièrement. j'ai des bouteilles en verre pour l'eau, et on met de l'eau au frigo avec ça, et j'ai ma gourde aussi, voilà, et puis c'est réglé. Et toute l'eau consommée, elle vient de la carafe. Voilà, et pour les liquides, on s'est mis aussi au kéfir, non pas au kéfir de lait, mais au kéfir à l'eau, que Mhm. Florence fait régulièrement, et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. On aime beaucoup ce côté un peu pétillant, c'est très rafraîchissant l'été, et c'est vrai que j'en suis sûr que pour les estomacs, c'est excellent. Pour le microbiote, de toute façon, le deuxième cerveau, Oui, c'est indispensable. ah, ça c'est clair. Je ne suis pas un grand fan des probiotiques sous forme de suppléments. Par contre, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est Mm, fermenté au niveau alimentaire, mm, liquide, solide, là, très mm, bien. Que ce mm, soit des fromages, que ce soit du mm. beurre, que ce soit des charcuteries, que ce soit des légumes lacto-fermentés, que ce soit du kéfir, du kombucha, etc. Très Ouais. bien. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Ça me rappelle aussi l'anecdote des personnes qui étaient venues en burn-out. Ils avaient fait des analyses sanguines, etc. Donc, il y avait un problème de microbiote, il y avait aussi un Mm. problème de manque de minéraux, etc., etc. Donc, tout à l'heure, tu parlais des compléments alimentaires, mais c'est vrai que grâce à Fatou Bifit, on s'est mis aux compléments alimentaires d'une façon régulière et raisonnée parce qu'on avait des déficiences, etc. Donc, me concernant, c'est la vitamine D un Mhm. comprimé tous les jours avec la société iHerb aux États-Unis. Donc, on fait venir Mhm. ça en France avec ce que tu as dit comme recommandation pour payer le moins cher possible, et c'est impeccable. Donc, iHerb, oui, 5008 par Mhm. unité internationale par jour,
Avant, je faisais ça de la Toussaint jusqu'à Pâques. Et Mhm. puis finalement, je fais ça aussi en été, quand on sort habillé, malheureusement, et d'autres façons de le faire. Donc, je crois que c'était une bonne chose. On prend du Mhm. magnésium également. Mhm. Du magnésium acheté sur Yerb avec les références que tu as communiquées, 400 mg par jour, et du potassium. Du potassium également. Voilà, c'est à peu près tout. Ah si, du collagène aussi. Du Mhm. collagène. Là, ça coûte une blinde un petit peu, même si on le fait venir des États-Unis. Nourri à l'herbe, d'accord, c'est indispensable, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que quand on a vu le prix. Alors, et je vais rappeler juste un point. Moi, je ne veux pas me déguiser en vendeur de suppléments. Par contre, j'ai dit une chose qui est claire. On peut faire un régime cétogène bien formulé, Oui, à 100% au niveau micronutriments, sans supplément. Mais c'est du oui, sport. Et voilà. on ne peut pas le faire sur l'équivalent de 1500 kilocalories pour donner un volume. Mm, Hein. Moi, je le fais, je suis à 3500 kilocalories minimum par mm, jour. mm, Là, on peut y arriver. Sinon, c'est mm, compliqué. Bon, tu vois, il te faut des petites doses de certaines choses. Par exemple, si tu parles du sélénium, il va falloir un peu d'huître, il va te falloir un peu de zinc. Si tu veux zinc cuit, il va falloir un peu de moule. Il va te mm, falloir les tissus riches en collagène, c'est la même chose, etc. C'est une mm, assiette très diversifiée. Moi, c'est principalement avec des produits animaux. C'est d'accord. possible. Bon. Mm, Maintenant, les gens qui ne veulent pas s'embêter avec ça, je l'ai toujours dit, ne laissez pas traîner des carences. Et aujourd'hui, on a des vraies carences alimentaires dans beaucoup de micronutriments. La vitamine D, c'est certainement le numéro un qui est mm, problématique aujourd'hui. Pas que. On a d'autres problèmes. Le magnésium s'en est un, le cuivre s'en est un, l'iode s'en est un, le sélénium s'en est un, etc. Donc, il faut mm, regarder un petit peu tout ça. C'est pour ça que je dis aux gens, utilisez Chronometer. Maintenant, mm, Chronometer est en mm, français. J'avais fait mm. l'interview des équipes canadiennes il y a quelques mois qui annonçait la sortie française en français de Chronometer. Ça y est, c'est sorti. On a fait le bêta testing avec Marc Vallée et puis d'autres. Voilà, Mm, donc ça y est, on peut très bien. l'utiliser. Et là, l'avantage de Chronometer, et je dis utilisez plutôt sur le PC parce que sur l'ordinateur, vous allez avoir visuellement, vraiment voir tous les micronutriments. Mm. Oui, Et ça là, vaut c'est conseil. intéressant parce que prenez le temps de rentrer au moins une journée complète de votre alimentation et vous allez voir, je vois par exemple beaucoup de gens qui ont des problèmes en manganèse, etc. Mm, mm, Regardez après dans l'alimentation ce que vous pouvez mettre pour compléter ce micronutriment qui viendrait manquer. mm. Et puis, si vraiment vous n'aimez pas ça ou pour X raisons, prenez un supplément, mais ne laissez pas traîner une carence alimentaire. Voilà. Oui, oui, c'est capital. Le sélénium, on a résolu ça assez facilement avec une eau de Brésil chaque jour. Alors, je vais rappeler, moi, j'en suis pas fan Tout de la noix seul. du Brésil. J'en suis pas fan pour une raison simple, c'est que c'est presque pris comme un supplément pour le sélénium. Mais le problème, c'est que la variabilité d'une noix à une autre, c'est un facteur 100. Ouais, ça, j'étais pas au C'est-à-dire que tu courant. peux avoir une noix qui t'apporte rien en sélénium Mhm. ou faire une méga dose de sélénium sur une seule noix. Et là, moi, j'ai les études là-dessus parce que ça dépend géographiquement où a poussé l'arbre au Brésil. Oui. Et ça, on ne sait pas trop, c'est pas indiqué la Voilà. provenance précise, et donc 1 sur 100, c'est énorme. Donc, t'imagines Ouais. pas prendre un supplément de sélénium avec un Oui. comprimé où tu as 10 Mm, et l'autre, tu as mm, 1000. mm, mm. Tu n'accepterais pas cette variabilité. Et c'est ce qu'on fait Oui. avec les noix du Brésil. Alors, Mm, pourquoi pas manger un peu de noix du Brésil, ok, mais compter dessus vraiment sur un apport de sélénium, moi je dis que c'est presque du pif, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'aime pas oui. ça en apport principal de sélénium. Les fruits de mer sont beaucoup plus stables. Les Mm, produits de la mer sont beaucoup plus stables en apport de sélénium. mm. Bon, ben, avec cette information-là que tu communiques, le rapport de 1 à 100, effectivement, je vais revoir cela et puis trouver une autre solution, parce que ça peut, la roulette russe, c'est un peu dommage. Oui, c'est de la roulette Les russe. fruits de mer, j'aime bien, c'est bien. On fera d'autres voyages au Pays Basque, Poisson, au bord de poisson, la mer. fruits de mer, ouais, tout à fait. Et tu profites au passage de protéines de très bonne qualité, des acides gras d'une très bonne qualité, EPA, DHA, par exemple l'huître avec le zinc, etc., etc. Mm, Tout ça, c'est très bon. mm, mm, Et mm. je pense qu'au niveau évolution, l'être humain a longtemps été dépendant plus ou moins des produits marins et que les intégrer ou les réintégrer dans l'alimentation, c'est plutôt dans le bon sens. Oui, Voilà. j'en suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Juste une anecdote, avec le collagène que tu recommandais, c'est un très bon collagène avec des bœufs nourris à l'herbe, etc. C'est impeccable, ça se dissout facilement et puis ça devient un peu un rituel pour moi. À un moment donné, j'étais à court de stock, donc je voulais acheter rapidement, pas attendre les livraisons qui venaient des States, etc. Et donc j'ai trouvé ce même modèle, la même marque, le nom m'échappe un petit peu, Vital, mais Vital Protein peut-être. Oui, Vital Ok. Protein, c'est ça, avec Les le pionniers. logo Ouais. bleu, avec la Ouais. vache, etc. Très sympathique, presque une vache, vache qui rit. Et puis j'ai vu que ce modèle existait également, vendu par Amazon France.
Oui, parce que Vital, depuis que j'ai publié ça, il y a quelques années, 4-5 ans, je crois, ils se sont installés officiellement en France. Oui. Voilà. Alors, OK, je l'ai acheté. Ça coûtait un peu moins cher, mais enfin bon, c'est pas sensible. Et je crois que les contenances étaient un peu différentes avec le modèle, le contenant américain. Mais c'est la composition. Je sais pas si tu as Mhm. jeté un coup d'œil. La composition de collagène vendue sur Amazon FR, c'est marqué que ce sont des bœufs qui proviennent de troupeaux du Brésil. Mais OK. c'est pas indiqué nourri à l'herbe, comme indiqué Je ne suis pas au courant indicatif s'il y a une sur le différence. modèle américain. Je ne suis pas au courant s'il y a une différenciation. Il doit peut-être y avoir deux usines de production, une pour Oui, l'Europe, une pour les États-Unis. oui. Je ne suis pas au courant de ça. J'ai quitté la France Il y avant a ça. Donc, du OK. collagène qui est bon pour les Américains, et puis Ouais. du collagène qui est bon pour les Français, mais Mais c'est tu avec sais, du bœuf nourri, du bœuf. alors si c'est au Brésil, il est presque nourri aux OGM en plus, hein, parce que Brésil, si tu veux, c'est les grands producteurs de soja OGM. Donc, Ouais. On était voilà. très surpris de voir ça. C'est pour ça que très vite, on a recommandé avec. Oui, parce qu'il y a un vrai problème avec le soja OGM et d'autres céréales. C'est le Roundup, parce qu'il est OGM résistant au Roundup. Et le problème du Mm. Roundup, c'est qu'il intervient spécifiquement sur la glycine. Mm. Donc, que ce soit le soja en tant que tel ou que ce soit la vache qui a mangé ce soja, il y a un Mm. vrai problème de glycine. Et ça, je renvoie les gens sur les travaux de Stéphanie Seneff, qui a fait un travail, qui a voué sa carrière pratiquement. Ça fait 15 ans qu'elle alerte sur le problème du glyphosate, etc. Et le problème de la glycine spécifiquement avec ça. Donc là, faut pas. C'est pas bon ça. Ouais. Et Mm. autre anecdote, si tu veux faire plus simple aussi, il y a ce qu'on appelle la gélatine. Quand on Mm. regarde la composition en acides aminés du collagène versus Mm. gélatine, Mm. c'est quasiment les mêmes dosages. C'est une forme différente, mais c'est à peu près la même chose. Mm. Donc les gens qui voudraient massivement profiter de ces bienfaits sans utiliser du collagène, etc., utiliser de la gélatine. Mm. Mm. Ouais, Les effectivement. Portugais, par exemple, ils adorent ça. Tu as énormément de desserts au Portugal qui sont juste de l'eau et de la gélatine, avec Mm. un arôme, etc. Ça te fait Mm. manger quasiment du collagène sous une autre forme, de Ouais. façon plus économique aussi. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Oui. De toute façon, avec la viande aussi, la viande qui est bien, bien On grasse. parlait de super aliments, tu vas tout à l'heure, on parlait tout à l'heure des boulangers qui sont partout, qui sont récompenses, etc. Moi, si j'ai une petite faim et que j'ai besoin de rentrer quelque part, je rentre chez un boucher charcutier et je prends des œufs gelés. Mm. Mm. Tu as l'œuf, tu as éventuellement un morceau de viande, du jambon avec, quelque chose, et puis tu as la gélatine. Très bien. Ouais, Tu en j'ai manges pensé. trois, ça t'a calé. Ah, très bien. Ah, je crois que je vais retourner voir mon boucher encore plus souvent. L'œuf Ouais, en gelé, en effectivement. France, c'est courant, tu en trouves quasiment partout. Oui, c'est vrai. Et puis l'aliment miracle aussi pour se mettre en céto, c'est se faire cuire des œufs durs qu'on peut prendre au travail facilement. Et c'est vrai que quand je me suis mis en céto, je mangeais 2, 3, 4, 5 œufs par jour et puis ça tenait, quoi. C'est nourrissant, ça cale également, et c'est impeccable. Les avocats aussi. D'ailleurs, c'est dans votre logo, il y a l'œuf et puis Oui, l'avocat. C'est tout oui, à fait deux aliments fantastiques, hein. On en oui. consomme énormément. Ouais. Et l'œuf dur, c'est vraiment. Tu es plus âgé que moi, donc tu l'as encore plus connu. Rappelle-toi dans les cafés, bars des années 80 où tu avais des œufs durs sur le comptoir. Ils ont disparu Exactement. après. Avec le distributeur, oui, avec les films, avec les Voilà. séries policières des années 50-60, noir et blanc, là. Voilà. Euh, Jusque dans les. Moi, je les ai connus dans les années 80. Fin 80, ça avait disparu. Et donc, dans les années 60, 70, 80, c'était très courant. Les gens, ils rentraient, ils prenaient un café, ils prenaient un verre de blanc ou je sais pas quoi à mm, l'époque, et hop, cassaient un œuf dur sur le comptoir. Il mm, y avait des œufs durs partout. Et aux mm, États-Unis, tu vas dans tous les supermarchés, tu peux aller dans le magasin bio, tu as des œufs durs déjà bouillis. Tu as ton œuf dur qui est dans une poche. Donc, tu peux, si tu ne sais pas quoi manger, tu n'as pas le temps, tu n'es mm, pas chez toi, tu mm. as accès à un œuf dur. Oui, j'ai vu ça à New York, et tout, etc. Oui, sans Voilà. la coquille, tout ça, le truc blanc, L'œuf etc. dur, c'est quand même un aliment ultra pratique. Ça peut se transporter dans la voiture avec Mm, sa coquille, il n'y a pas besoin de frais, etc. Ça mm, peut se manger n'importe quand, on peut les stocker au frigo. Vous rentrez à la maison, vous avez pas le temps de manger, vous avez vraiment faim, vous prenez 5 œufs durs, vous les écalez, vous mettez de la crème fraîche dedans, un peu de mm, persil, un peu de ciboulette, sel, poivre, et hop, ça y est, c'est parti. Ça fait un repas, hein, mm, ça cale. Hein. mm. Bon, là, j'ai pas trop mangé à midi parce que j'avais pas faim. Mais là, tu me donnes envie de manger un petit œuf dur sympathique, ou même deux ou trois, des œufs brouillés en ce moment, des œufs de la ferme de ma femme. Excellent, Sous excellent. toutes Le ces formes, jaune, l'œuf. la Ouais. couleur, la texture, mais c'est incroyable. Les œufs d'oie en plus, fantastique. Mais on va arriver à court bientôt, ouais, effectivement. Oui, Moi, non, c'est vrai. je suis un grand fan de la crème aux œufs, tu vois. La crème aux œufs, quand j'en fais une, ça fait un dessert avec 6 œufs, quoi.
Oui, ouais, ciseaux, oui. Oui, c'est ça, effectivement. Hein. Juste pour le dessert. Oui, ça, je ne le dis pas à Florence parce que 6 œufs, elle me dira que c'est un peu trop. Mais c'est vrai que quand je suis au cabinet, à midi, je ne prends pas la tête, je n'ai pas le temps, etc. Je prends 5 ou 6 œufs durs, etc. Et c'est très bien. Mm. Oui, ça me rappelle, oui, Enfin, le maigret avec crémère dans les cafés, les bistrots des petits villages, l'ambiance particulière de Simenon. Mais on voit les distributeurs oui, argentés, là, avec 6 œufs oui. autour du porc. C'était très répandu à l'époque. Maintenant, ça l'est plus. Non, en France, j'en ai. Bon, enfin, depuis les années 90, j'en ai pas revu. Non, ça a Oui, disparu. ça a Hein. disparu. Et puis, bon. À côté de chez nous, pour aller au travail, il y a un McDo qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'on voit le McDo, le Lidl à côté, et puis il y a la queue au McDo. Bon, je dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'on parlait un petit peu des habitudes, de l'addiction au sucre. Le McDo, c'est royal. Après, le McDo, ça peut être une alimentation cétogène parfaite. On enlève au-dessus, on enlève en dessous, on garde uniquement la viande. Pour la qualité, Oui, je mets le oui, bémol. oui. Mais Si si on on peut garde foutre que de la la viande qualité, oui, et le pourquoi pas. fromage, Hmm. oui, mais quand tu voyages, quelquefois, c'est un peu difficile d'être en cétogène parce qu'il y a beaucoup de choses appétissantes. Partir avec ses conserves de sardines peut-être, mais sinon, le McDo, tu manges la viande, tu manges la salade, tu manges Ouais, ouais. ça dépanne. Alors, oui, tout à fait. Je suis d'accord. En théorie, oui. Ça Je l'ai fait une dépanne, ça fois. dépanne. Je l'ai fait une fois parce qu'on était coincés. Et c'est rare. Hein. Aux États-Unis, c'est très rare. Mais il y avait tu as une chaîne qui s'appelle In-N-Out Burger, qui sont pour moi la chaîne de fast-food la plus propre des États-Unis. D'ailleurs, c'est une petite chaîne familiale. Ils ont que 300 et quelques sites. Ils sont en Californie. Ils sont sur toute la côte. Et ils ont ouvert le Colorado qui a seulement 2 ou 3 ans. Mm. Et on était en Arizona. Et en fait, il y a tout ce qui est affiché. Puis il y a les choses qui ne sont pas affichées. Et par exemple, tu peux avoir dans cette chaîne de fast-food uniquement viande, fromage, et ils te font un bun en feuille de salade. Mais il n'est pas marqué sur la carte. Il faut le Mm. demander. Ouais. Voilà, c'est ce genre de choses. Bon, ok. Mais eux, alors, c'est de la viande qui n'est pas surgelée, c'est de la viande à l'air, c'est plutôt propre ce qu'ils font. Et Mm. ici, à Boulder, au Colorado, j'ai Mm. un truc de fast-food qui est exceptionnel, qui est introuvable en France. On a bœuf à l'herbe, fromage produit localement, Ah oui. graisse de bœuf partout, Mm. et ils te font des milkshakes avec du lait à deux, Mm. sucré à la stevia, tu as des Ah. kombucha à côté, et voilà, et c'est ultra clean en fait. Et là, Mm. du coup, nous, on y va de temps en temps, quand on a quelqu'un qui vient nous voir, qu'on veut lui montrer un petit peu les fast-food à l'américaine, quand on peut faire quelque chose de propre, on peut le faire. Oui, C'est oui. pas une chaîne, ça appartient à un propriétaire individuel. Bah, Mais écoutez, voilà, McDo, au pire, il y a la salade César. Si tu retires les crotons, ça peut être une solution en cas de voilà. Mais moi, je suis pas un grand fan de ça. Maintenant, tu peux rentrer dans n'importe quel supermarché et puis prendre un peu de fromage, un peu de charcuterie, un peu de viande froide mm. et facilement t'alimenter dans une voiture. Tu vois, t'as pas le temps, tu rentres, tu manges ta voiture, ce genre de Oui, choses. c'est ce qu'on fait Après, assez souvent on a aussi. toujours dit que le maître mot, c'était quand même l'organisation. Et nous, par exemple, on a une glacière électrique dans le coffre de la voiture. Des fois, on part, parce que moi, j'aime bien conduire, 2-3 jours en voiture, et on Mm. a la glacière à l'arrière avec Mm. tout ce qu'on a besoin pour jamais être pris au dépourvu. Voilà. Mm. Il y a toujours Ouais, une c'est une très solution. bonne idée. Ouais. C'est vrai que ça fait rebondir sur le fait que nous habitons, enfin, pas très loin de Toulouse, mais à Toulouse, je crois que c'est le premier restaurant keto en France, le Keto Alors Pub. non, c'est le deuxième, parce que le Ah, premier, c'est je le l'ai deuxième. interviewé, c'était le Sixième Sens, qui est d'ailleurs aujourd'hui maintenant fermé, parce que la communauté cétogène ne s'est pas forcément mobilisée beaucoup pour aller manger chez lui, etc. Il a Mm. tenu un restaurant pendant, je ne sais plus, 4 ans ou 5 ans, cétogène, avec un menu complet cétogène, pain cétogène, etc. Mm. Et donc, oui, la brasserie dont tu parles à Toulouse, ça a été donc les deuxièmes, mais c'est déjà un bel effort. Mm. Ouais. Mm. Ouais, c'est bien, ça, c'est Parce que ça, fantastique. c'est courageux. Si tu veux, aujourd'hui, tu as une telle désinformation sur Mm. l'alimentation cétogène que te dire je vais monter une pâtisserie cétogène, un Mm. restaurant cétogène, faut vraiment être convaincu, quoi. Ouais, convaincu, je ne suis pas sûr qu'en France ça marcherait aussi bien que dans le monde anglo-saxon, en Afrique du Sud, etc. La communauté cétogène est beaucoup plus Oui, développée. Hein, oui, j'ai vu dans tes photos, là, Colorado, etc., qu'il y a des revues cétogènes dans les grandes surfaces et ainsi de suite. oui, En France, oui. c'est même pas envisageable en imagination. Hein. Non, non, tu as absolument tout ici. Tu as des magazines à gogo Oui, cétogènes, les livres, n'en parlons même pas. Tu as oui, des oui, produits cétogènes. Alors, il y en a des bons, il y en a des mauvais, bien mais sûr. Ouais, il faut tu faire as le un tri. label keto, Mm. donc c'est une labellisation. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils font
Mais ça existe. Et donc, tu as énormément de produits qui ont demandé cette certification keto. Et donc, tu as des produits, tu t'imagineras même pas ce que c'est, où il y a marqué keto dessus. Donc, tu n'as pas un Américain ici qui ne sait pas ce que ça veut dire keto, qui pratique ou qui ne pratique pas, mais il sait ce que ça veut dire. Tu vas dans un Whole Food ou tu vas dans d'autres chaînes, Sprouts, etc. Tu as marqué keto absolument partout. Hein. Tout le monde sait. Tu as un rayon de pain keto, etc. etc. Donc, forcément, tu as toute une demande qui a fait que croître. Et donc, l'offre, en conséquence, est venue remplir. Tu as des pâtisseries keto, j'en ai parlé plusieurs, sur la côte Est, au Nevada, etc., où ils font que du cétogène. Toute la pâtisserie. Voilà. Ce genre de choses. C'est incroyable. Il y a beaucoup il faut une masse de clients importante pour pouvoir faire ça. C'est ça le problème. On dit quelquefois que les États-Unis ont 10 ans d'avance sur la vieille Europe. Au niveau de l'alimentation cétogène, je ne sais pas si ça va débarquer en France. Il y a un problème aussi de système de soins qui est la sécurité sociale en France. Donc, je ne veux pas être méchant, mais c'est vrai qu'une personne qui a une obésité, il suffit qu'elle prenne sa dose d'insuline, etc. C'est les diabétiques, mais c'est remboursé par la Sécu. Aux États-Unis, il me semble, tu me dis si je me trompe, enfin bon, beaucoup d'obèses, de diabétiques ont $1000 payés par mois pour leur dose d'insuline. Donc, quand ça sort de sa poche, quand ils n'ont pas les moyens, enfin, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'assurance médicale, etc., payée par l'employeur, à un moment donné, ils se disent, est-ce que je peux faire quelque chose, je me remettre en question. Petite nuance, beaucoup de gens s'imaginent que les États-Unis, c'est des barbares, ils laissent mourir les gens dans la rue quand ils sont pauvres, etc. Ça, c'est une connerie, une vraie. Aux États-Unis, il y a 2 systèmes qui s'appellent Medicare, Medicaid. Oui. C'est en gros le RSA, la CMU, pour tous les pauvres. Hein. OK ? Donc, si tu gagnes $10,000 par an, je veux dire, tu es officiellement un pauvre, tu ne payes plus rien en frais de santé. Hein. Rien. Tout est pris en charge par l'État. D'accord. OK. Ceux qui sont vraiment dans la merde, en fait, c'est les classes moyennes. Celui qui va avoir un petit salaire, parce que lui, il va devoir assurer les frais d'une assurance santé privée. Il va devoir assurer le fait qu'il est mal remboursé, et donc il va avoir un reste à charge énorme, qui peut aller jusqu'à, dans les pires conditions, $15,000 par an de reste à charge. Effectivement. Donc, quand tu gagnes $200,000 par an, tu t'en fous. Quand tu gagnes que $40,000 par an, tes $15,000 de reste à charge, ça va faire beaucoup. Ouais, c'est une bonne précision. C'est ceux-là, en fait, qui sont dans la merde, concrètement. Oui, ils sont impactés. Donc, aux États-Unis, on a une chance énorme. On a ce système qui est incitatif économiquement. Et tu as des entreprises, j'arrête pas d'en parler, qui pour moi, la plus grande réussite au monde sur le régime cétogène, qui s'appelle Virta Health, fondée par Samin Kinen. Le slogan de l'entreprise, dès la naissance, était « Inverser 100 millions de cas de diabète de type 2 ». C'est le but de l'entreprise. L'entreprise, maintenant, vaut des milliards de dollars. Elle fait quoi ? Elle fait de la télémédecine. Donc, ils ont des coachs, ils ont des médecins, ils ont des nutritionnistes. Les gens arrivent avec un diabète de type 2 chez eux. Ça coûte $350 par mois. C'est remboursé par les assurances santé. Donc, en fait, ça ne leur coûte rien, concrètement. L'assurance prend en charge. Et au bout de 3 mois, 6 mois, 12 mois, ils n'ont plus de diabète de type 2, ils n'ont plus de metformine, ils n'ont plus d'injection d'insuline. Et au final, leur investissement fait qu'ils sont libres de tout traitement. Oui, effectivement, ça c'est l'idéal. Ils vont gagner leur pari, c'est évident. Là, maintenant, la phase critique est passée. Maintenant, le Covid a accéléré le truc parce que, pour donner une idée technique, pour ce genre, un médecin, en fait, a une licence dans chaque État. C'est-à-dire, si tu as une licence au Colorado, tu ne peux pas exercer en Floride. D'accord. Il faut que tu en redemandes une autre. Et eux, ils ont été soumis au même problème, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils demandent 50 autorisations pour les 50 États. Il a fallu faire ça. Et après, il a fallu faire ça en termes de demande de remboursement au niveau des assurances dans chaque État aussi. C'est une démarche administrative énorme, mais maintenant c'est fait, c'est national, c'est remboursé, ça devient très gros. Ils ont un board scientifique exceptionnel, ils publient leurs data et ils ont des résultats qu'aucune approche, aucun traitement ne peut obtenir. Voilà. Personne a un diabète de type 2 en France et un médecin qui lui dit, vous savez, avec un changement nutritionnel, en 3 mois, 6 mois, 1 an, je suis gentil parce qu'on a eu des résultats beaucoup plus courts, y compris dans les portraits keto, vous allez vous affranchir à la fois des médicaments et à la fois de l'insuline. Aucun médecin dit ça à son patient, alors que c'est la réalité. On maintient les gens dans la maladie, dans le traitement, alors qu'on peut l'inverser facilement.
Ben oui, si on regarde les flux financiers, on voit à qui profite le crime et ainsi de suite, hein. Il n'y a pas de vocation pour les personnes diabétiques en France de changer, c'est pas possible, hein. Et puis même, j'ai une personne, un ami, enfin une personne que je connaissais avant qui m'a dit que non, hein, je suis en surpoids, ok, je sais que le cétogène pourrait faire ce qu'il faut, mais j'ai pas envie parce que je veux garder la nourriture un peu comme un doudou. Donc, avec C'est des important ce que tu dis, compléments, le on doudou. pourrait changer. Toi Eh bien non. en tant que psy, le doudou, ça te parle. Mm, mm. C'est central, en fait, le doudou. C'est pour ça que moi, dès le départ, il y a longtemps déjà, j'ai parlé du doudou cétogène. Oui, oui. Trouvez votre doudou cétogène. Moi, je l'ai déjà dit, hein, le mien, personnellement, c'est un chocolat chaud. Voilà. Mm, J'aime le mm. chocolat chaud. Il est full fat. Il est fait au chocolat et il est fait à la crème fraîche. Le truc, c'est une bombe. Quand il tombe dessus, tu en as pour 6 heures à digérer. C'est mon doudou. Voilà. Ouais. Et pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Oui, donc, Mais c'est important exactement. d'en avoir un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te sens pas bien, tu as des mauvaises nouvelles, tu es Mm, stressé. Tu mm, viens te réconforter de la nourriture, sauf qu'au lieu de te réconforter dans le sucre, mm. tu te trouves un doudou cétogène. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, je commence vraiment, Ulrich, à avoir faim, hein. À force de parler d'alimentation. Alors, les inconvénients du cétogène. Les Allons-y. inconvénients. Il y en a quelques-uns du point de vue de mon dentiste. Ah, C'est il a vrai plus de que travail. quand j'étais très jeune, bon, j'étais en surpoids, j'adorais les sucreries, etc. Pas forcément les fruits, mais bon, tout ce qui était ultra transformé, les bonbons, les, comment dirais-je, les sucettes Pierrot Gourmand, par exemple, que ma mère cachait au plus haut niveau du placard. Mais bon, je trouvais un moyen de les atteindre, de vider les boîtes très rapidement. Et donc, j'ai eu pas mal de caries, j'ai eu beaucoup de problèmes dentaires, avec des implants aussi. Le dernier implant, c'était il y a quelques années, 6 ans, 7 ans. Mais enfin, c'est une conséquence d'une mauvaise alimentation depuis l'adolescence. Maintenant, bon, je vais voir mon dentiste une fois tous les 2 ans, 3 ans pour un détartrage qui pourrait être superflu, mais c'est tout. Donc c'est vrai que un inconvénient pour lui que je sois en cétogène, un avantage pour moi. Et puis les restaurants aussi, la restauration. C'est vrai qu'être au restaurant au départ, ça me faisait un petit peu peur, j'avais un peu d'appréhension parce que bon, il y a comme beaucoup de choses, je suis fine bouche, j'aime bien les bonnes choses et quelquefois dans un bon restaurant, d'ailleurs soit dit en passant une parenthèse dans la parenthèse, mais un bon restaurant, c'est souvent cétogène parce que les Oui, aliments sont choisis, c'est peu transformé et la qualité de la nourriture est présente. Donc, ça ne se pose pas ce problème pour les très bons restaurants, mais pour les autres restaurants, il y a comment dirais-je, une entrée, une salade, ou bien une andouillette, enfin des choses assez légères. Et puis des protéines, poisson, viande, des légumes pour accompagner, parce que maintenant en France, en tout cas depuis pas mal de temps, on peut changer ce qui était prévu par des petits légumes. Enfin, en proportion, il y a quand même moins. Il y a des patates, des frites, hein, il y en a beaucoup. On peut en redemander. Mais quand on demande des légumes, on a la petite bolée de légumes, puis c'est tout, hein. On ne peut pas demander une seconde fois. Et puis comme dessert, ben, les desserts pour faire une croix, et donc peut-être le plateau de fromage. tout à fait. On Le n'oublie seul rien. dessert, globalement, qu'on peut considérer, c'est la panna cotta quand elle n'est pas trop sucrée. Oui, panna cotta, c'est Voilà, noté. la panna cotta. Sinon, en termes de dessert en France, rien. Donc, il faut s'arrêter au fromage. Oui, exactement. Exactement. Mm. Mais toi, tu trouves ça un peu difficile, un peu frustrant quand tu vas dans un restaurant. On ne parle pas de la haute gastronomie où, comme tu l'as dit, c'est relativement facile parce qu'il n'y a pas de pâtes, pas de riz, pas de frites, etc. Et on revient sur des légumes et des protéines. Mais dans les restaurants un peu inférieurs, pour toi, c'est vécu comme une difficulté? C'était une difficulté au départ, quand je me suis mis en cétogène, parce qu'effectivement, je restais sur ces bonnes habitudes-là, mais finalement, de plus en plus, et c'est un objectif maintenant avec le cétogène de vieillir en bonne santé, en pleine possession de mes moyens physiques, mentaux, etc., etc. Dans ce cas, je fais la part des choses. Mais ça demande un petit effort mental quand même. Face à une carte d'un restaurant alléchante, avec des très bonnes choses, eh bien, bon, je fais un petit effort conscient aussi pour dire, ah non, ça, il vaut mieux éviter. Ok. Hmm. C'est pas Peut-être parce encore que tu n'as naturel. pas encore trouvé la vraie satisfaction Hmm. dans ce qui reste cétogène. Toi, moi, Oui. enfin, ça fait 11 ans maintenant que je suis en régime cétogène avec Nelly. Maintenant, on sélectionne les restaurants Hmm. avec notre objectif cétogène en sachant qu'on va se régaler. On fait un bon restaurant pour notre anniversaire de mariage, par exemple. Hmm. Ici, c'est un steakhouse. Les steakhouse aux États-Unis, ils sont exceptionnels. Ils sont pas donnés, mais ils sont exceptionnels. Tu as accès à top qualité. Et on va Hmm. se faire, par exemple, une côte de bison, des choses comme Hmm. ça, avec Hmm. une vraie satisfaction de la manger, tu vois. Hmm. Et Ah, on c'est se clair. fout du dessert qui va nous être proposé, parce que de toute façon, on n'y touchera pas.
Éventuellement, on va choisir le restaurant parce qu'on sait qu'il y a un plateau de fromage. Pourtant, on est aux États-Unis, ils ont des très bons fromages aussi, y compris des fromages d'importation. Et on n'a aucune frustration, en fait, dans ces Je me rappelle conditions-là. aussi mes voyages quand j'étais en Amérique latine, en particulier en Argentine, Oui. à Buenos Aires. Bon, j'étais voyage sac à dos, là, j'ai voyagé autour du monde pendant 10 ans à peu près, et j'ai mangé toutes sortes d'alimentations d'ailleurs à ce moment-là. Mais c'est vrai que le premier restaurant à Buenos Aires, c'était un restaurant normal, mais à l'intérieur, je suis rentré, il y avait un brasero au milieu, un grand feu au milieu de la pièce, autour des tables, et ils faisaient uniquement des côtelettes, du méchoui, des braseros, des barbecues et ainsi de suite. Et j'ai mangé de la viande argentine, ma foi, c'était quelque chose. C'était en 2004, j'en ai encore un souvenir ému. Et c'est vrai que t'as un souvenir positif et vraiment complet de satisfaction. Oui, tout à fait. Et je pense que, alors c'est clair que si tu es invité dans un restaurant que tu n'as pas choisi, bon, tu subis, mais si tu fais la démarche de le choisir, tu as moyen d'avoir une parfaite satisfaction là où tu vas manger. Par contre, c'est vrai qu'il faut être plus sélectif, quoi. Oui, c'est vrai. Quand j'ai voyagé autour du monde, c'est vrai que quand j'ai voyagé dans le bassin méditerranéen, j'ai mangé cétogène. Et je me suis aperçu, rétrospectivement, je me suis dit que finalement j'étais en cétogène parce que, contrairement à ce que pensent certaines personnes, il n'y a pas de régime végétarien là-bas. Je vois en Espagne, il y a beaucoup de charcuterie. Je vois en Grèce, il y a beaucoup de petits animaux, des petits animaux, etc. Donc, ce n'est pas uniquement des légumes. Bon, il y a la fameuse étude de Keyes, etc., qui avait biaisé tous les résultats. C'était une escroquerie intellectuelle et puis médecine. Enfin bon, le type avait une grande gueule également. Enfin. Il a fait beaucoup de mal, c'est clair. Oui, il en fait toujours d'ailleurs. Il est mort, mais il en fait toujours. Ouais, exactement. Ouais. Pour l'anecdote, d'ailleurs, tu sais, je suis un grand fan de vieux cinéma et je regardais un vieux Gabin qui datait de 56 de mémoire, 55, 56, et ils avaient mis les nouvelles qui passaient à l'époque au cinéma. Et la nouvelle qui passait sur son DVD, c'était l'arrêt cardiaque d'Eisenhower à Denver en 55. Ah oui, ça aussi, Eisenhower. Ouais. Et c'était intéressant parce qu'il sortait de l'hôpital et il avait fait broder sur son pyjama « Je vais bien », parce que tout le monde nous posait la question « Comment allez-vous ?» Et mis « Je vais bien ». Et c'est là, à partir de là, en fait, ça a été un élément déclencheur sur la chasse au cholestérol, la chasse aux graisses saturées, Ansel Keys, etc., que nous subissons toujours. Hein. Exactement. Alors que le monsieur, il prenait 3 paquets de cigarettes par jour, il y avait une augmentation phénoménale du tabac pendant ces années-là précédentes, et puis après, les crises cardiaques n'étaient pas dues à l'alimentation. Mais ils ont tordu les données scientifiques de telle manière qu'ils sont arrivés aux conclusions qu'ils voulaient dès le départ. Mais c'est une vraie fraude. Par exemple, il y a une étude de 2016 qui avait repris toutes les datas brutes d'Ansel Keys et qui avait tout publié, parce qu'Ansel Keys a publié que les datas qui l'intéressaient pour son hypothèse. Quand on publie tout, il n'y a pas de corrélation. Bien au contraire, c'est exactement l'inverse. Mais on subit toujours, aujourd'hui, en 2024, tu as toujours les mêmes conneries. Les graisses saturées sont dangereuses pour la santé cardiovasculaire. Le cholestérol alimentaire ferait augmenter le cholestérol sanguin. Toutes ces conneries qui sont démontées scientifiquement depuis des décennies, on en subit toujours les conséquences. Exactement. Après, ça bouge un petit peu. Il y a le livre de Seychelles, le pavé énorme de plusieurs centaines de pages, qui vraiment sourcé, référencé son travail. Donc, ça fait bouger un peu les lignes. Après, c'est un peu difficile au niveau des différents lobbies qui ont des intérêts à promouvoir de la fake food, la viande végétale, etc. Donc, il y a aussi une espèce de pensée dominante qui diabolise la viande. Donc, je me pose la question de savoir, comme je le disais tout à l'heure, que dans quelques années, pas décennies, mais dans quelques années, mais les bouchers de nos villes, la viande, manger de la viande carnée, protéines animales, où est-ce qu'on va la trouver ? Ça risque d'être vraiment problématique si les gens ne saisissent pas à quel point, je vais peser mes mots, on veut les tuer. Voilà, on veut vous tuer. Concrètement, tu prends un chien, tu lui donnes à manger des végétaux, il meurt. Tu prends un chat, tu lui donnes à manger des végétaux, il meurt aussi. L'être humain, c'est pareil. On est totalement dépendant des produits animaux, que ce soit les œufs, que ce soit les viandes, que ce soit les produits de la mer, on en est totalement dépendant. Et ces fausses copies de merde, littéralement végétales, c'est une hérésie sur tous les sens du terme. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que moi, j'habite à Boulder, Colorado, et Boulder est une grande ville végane, pionnière sur le véganisme. Tu as énormément de véganes ici. Et quand tu vas dans les magasins, les supermarchés bio, type Whole Foods, Sprouts et d'autres, tous les produits qui ressemblent à des fausses viandes sont jamais vendus.
Même les véganes n'en veulent pas. Oui. Parce que les véganes ici sont quand même informés et ils vont utiliser des produits bruts, tu vois, ils vont utiliser des légumes bruts qu'ils vont cuisiner, etc. Mais pas ces merdes avec les listes d'ingrédients longues comme ça. Ouais, c'était mon éclat de rire de la Covid pendant ces années particulières en France. C'était que bon, je continuais à exercer parce que j'étais dans le paramédical et ainsi de suite, donc j'avais ma clientèle qui venait au cabinet ou en téléséance, il n'y a pas de problème. Mais je faisais mes courses à côté dans le supermarché, c'était le casino, qui a fait faillite d'ailleurs, racheté par d'autres groupes, Carrefour et autres, Intermarché aussi. Bon, bref, il y avait une pénurie de papier toilette. Donc, soit dit en passant, en étant cétogène, je vais à la selle, oui, certainement comme tout le monde, c'est normal, mais tous les 2 ou 3 jours, pas tous les jours, ou pas plusieurs fois par jour, comme disait un de mes clients. Non, non, mais moi, la selle, je mange tellement que je vais aux toilettes plusieurs fois par jour. Donc, je sais d'où venait la pénurie de papier toilette à Toulouse dans les années, quelques années. Mais c'est vrai que dans les magasins, bon, il y avait des pénuries diverses et variées, bon, c'était un peu incroyable, mais dans le rayon surgelé en particulier, ou le rayon frais, il y avait des aliments qui étaient disponibles. Et à côté, à droite et à gauche, il n'y avait rien. Mais ce qu'il y avait devant moi, c'était la viande végétale, la fée de viande, avec la société dont le cours en bourse s'est écroulé X fois, et qui est un penny stock maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bon, Oui, refait par Bill Gates. Oui, oui, ben, Bill Gates, à toute l'aparté aussi, j'ai vu des photos de lui il y a quelques temps. Bon, il ne peut pas montrer tellement l'exemple. Il a un petit ventre sympathique. Ça dépend s'il veut faire un défilé de mode pour Victoria's Secret. Il commence à avoir un bon 95B. Oui. Sa poitrine est proéminente. Oui. Pas mal. Ouais, c'est ça. Et puis même la parenthèse aussi, c'est que dans certaines boutiques de mode américaines, je crois, mais je peux me tromper, mais j'ai vu en photo que les mannequins étaient taillés pour refléter la corpulence actuelle des hommes et des femmes, c'est-à-dire un bon surpoids bien assumé. Tout à fait. Et donc, vous voyez des gros ventres, chez Gap en particulier, avec le t-shirt qui épousait la forme du ventre. Oui. Là, je me suis dit, c'est pas les lits qu'il faut rajouter avec 10 cm de plus pour que les êtres humains sont plus grands, donc faire des lits plus grands, mais là, c'est carrément au niveau de la taille, de la graisse viscérale. C'est ce que j'appelle un peu, c'est une forme de distorsion de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a la réalité et il y a ce qu'on voudrait qu'elle soit. Oui. Et on veut faire croire aux gens que la distordre, ça peut se faire sans limite, sans conséquence. Donc, chacun a le droit d'être gros, chacun a le droit d'être obèse, ça c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de faire croire que l'obésité est compatible avec la santé. Ça, c'est un mensonge. Oui. Et d'ailleurs, tu as de vrais influenceurs obèses, c'est-à-dire des gens qui sont très gros et qu'on met en couverture de magazines avec des choses bien moulantes pour bien montrer qu'elles assument leur obésité, en voulant faire croire que ce modèle-là est compatible avec la santé. Ce qu'on ne dit pas aux gens, ce que j'ai publié sur MeWe il y a quelques mois déjà, c'est que 3 grandes influenceuses obèses sont mortes récemment dans leur trentaine. Ouais. Donc, chacun a le droit d'être obèse. C'est un droit fondamental. Mais il ne faut pas mentir aux gens, il ne faut pas leur faire croire que cette obésité n'est pas sans conséquence sur la santé. Voilà, c'est tout ce que... Pour moi, le point central est là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire croire. En disant, voilà, vous pouvez vivre bien, manger des quantités de glucides pas possibles, peser 150 kilos et être épanoui dans la vie. Ça, c'est un mensonge. Et ça tue des gens. Exactement. Ouais. Tu vas dans toutes les boutiques type Athleta ou des choses comme ça aux États-Unis où ils vendent des vêtements plutôt pour le yoga, les choses de sport, etc. Tu as des mannequins qui sont au-delà de 100 kilos à l'extérieur pour montrer que vous aussi, c'est compatible. Voilà. Et moi, je vais te donner un exemple très précis sur mon sport. Mon sport, c'est le motocross. Moi, je fais du motocross depuis l'âge de 5 ans. Alors, je ne conseille pas pour la santé, c'est pas très bon, mais c'est ma passion. Et quand j'étais jeune, il n'y avait jamais personne qui n'avait pas un poids de santé. 80 kilos sur une moto de motocross, c'était déjà beaucoup. Et aujourd'hui, moi, je vois, en particulier aux États-Unis, des gens qui sont obèses sur des motos de motocross, qui font 120, 130 kilos. Ce qui est ultra dangereux, parce qu'en cas de chute, en particulier sur la tête, c'est 130 kilos d'inertie sur la tête, mais ça ne leur dit pas. C'est une vraie catastrophe. Et on veut faire croire en fait que cette activité physique est possible avec un surpoids. C'est comme montrer quelqu'un en train de faire un marathon en faisant 140 kilos. Il faut aller voir l'état des genoux, des chevilles. Enfin, c'est une boucherie, quoi. Tu vois ? Et on veut faire croire que c'est inclusif, il faut en faire pour tout le monde, etc. Ça, c'est une connerie. Voilà. S'il n'y a pas de problème à embaucher quelqu'un dans un bureau qui fait 130 kilos, très bien. Ça ne va pas être préjudiciable pour sa santé ni pour l'entreprise. Par contre, faire croire que cette obésité, ce surpoids est compatible avec la santé, c'est un mensonge.
Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Un des avantages aussi du keto, c'est que j'avais des problèmes d'articulaires, des Mmh. arthroses dans les doigts, dans les pieds aussi. Et depuis que je suis en céto, ça a disparu. Ça a disparu. Pareil avec des eczémas également, qui a pas d'origine psychologique, et cetera, Mmh. donc des origines physiologiques. Et dans les mains, les paumes, elles ont totalement disparu. Les paumes sont impeccables. Avant, il y avait des crevasses jusqu'au sang. Ma mère aussi, exactement, terrain familial d'allergie, mais voilà. Donc, rien que ça, c'est déjà pas mal. Tu vois, ça fait partie vraiment des bonus pour lesquels les gens, ils y pensent même pas. Ils arrivent Oui. sur un régime cétogène avec un but, par exemple une migraine, un surpoids, et Mmh, cetera, mmh, et ils se rendent pas compte, en fait, de tout ce qui va disparaître. Les problèmes mmh, dentaires, les problèmes de baisse d'énergie, les problèmes de peau, psoriasis, eczéma avec un déséquilibre TH1, TH2, le rhume mmh, hivernal qu'on n'a plus. Enfin, c'est ce que j'appelle des mmh. bonus. Les gens, ils y avaient même pas pensé avant. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Mmh. C'est vraiment la base, avoir une bonne alimentation. Ça permet de mettre les curseurs à zéro, puis de partir après sur autre chose, mais en tout cas avec cela. Ouais. C'est comme le jogging. Le jogging maintenant, j'en fais plus pour l'instant, mais enfin quand j'en faisais récemment, dernièrement, c'était avec pas barfoot, pas pieds nus, mais enfin en tout cas avec les pieds à plat. Mhm. D'après Sexton, là, ce livre La foulée correctif. médio-pied avec Voilà, l'atterrissage à plat du exactement. pied. Oui. Mm. Et c'est vrai que ça change absolument tout, au niveau Complètement. articulation, et cetera. J'ai commencé en même temps que l'alimentation cétogène, c'est vrai que j'en ai vu les bénéfices, hein. Les articulations, bon, tu as l'impression de courir un peu assis, mais c'est Oui. incomparable. Au niveau sensation, c'est fantastique. Bon, Et j'irai pas justement, ça, jusqu'à c'est pas traumatisant. non, Voilà. absolument pas. Alors que la Bien sûr. chaussure va l'être traumatisante. Oui, bien sûr. Et puis tu prends des chaussures très fines. J'ai des chaussures très anciennes avec des semelles qui sont vraiment usées, et cetera, mais ça suffit amplement puisque le pied pose à plat. Mm. Le Mm. pied est l'amortisseur, par définition, et c'est pas la Et, et- cheville. et ça, tu vois, un domaine supplémentaire, les podologues, ils vont pas t'en parler. Ça Mmh, me fait rire parce que je donne toujours mmh. cet exemple. Un de mes derniers trails que j'ai fait en France, je sais plus combien c'était, 40, je crois. Je pars, avec mes Five Fingers, tu sais, les chaussures à 5 doigts. Oui, oui. Et à l'époque, déjà, on était très très peu à courir avec ça. Je sais pas, on était 300 bonhommes à partir. Si on était deux ou Mmh. trois, c'était le maximum. Et en partant, il y a un podologue qui commence à discuter avec moi. Et lui, il avait des Oka avec une semelle comme ça. Mmh. C'est souvent le cas. À la fin, on était presque en venir aux mains, quoi. Parce qu'il il me prenait pour un con. Moi, je le prenais pour un con. Casse-toi. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai l'expérience. Mmh, J'ai mmh, été exempté de sport toute mmh, ma jeunesse. mmh. J'avais des problèmes au tendon d'Achille durant la fin de l'école primaire jusqu'à la fin du collège. J'avais une D'accord. hypercroissance, interdiction de courir. Mmh, Voilà, c'était ça ma réalité. mmh, Et quand je me suis remis à la course à pied, très tardivement, quand j'avais vraiment commencé à perdre du poids massivement, automatiquement, j'ai connecté cette histoire parce que Solarberg m'avait déjà inspiré, j'avais lu son livre, cette foulée médio-pied, ça faisait sens, ça avait tout de suite pour moi. Plus de problème de course à pied. ah oui. Terminé, réglé. Mmh. J'ai fait un marathon en cétogène. Oh, d'ailleurs, je l'ai fini nu-pied, parce que pour l'anecdote, j'avais choisi une taille de chaussure un peu trop petite. Je me suis cassé les ongles de pied au 23e kilomètre. J'avais les deux gros orteils. Ah, les Il faut chaussures, vraiment c'était faire des intenable. chaussettes. J'ai pris mes chaussures à la main et j'ai Voilà. fini en chaussettes. Ouais. Voilà. Elles ont tenu le coup, les chaussettes? Avec Non, les non, ongles, elles étaient mortes à la fin, mais j'ai gardé les avec chaussettes elles parce qu'il y avait soulevées. des petits graviers qui étaient désagréables. Mais Mmh, je l'ai fini, ce marathon, tu vois. mmh, Et mmh, sans chaussures, les gens disaient, attends, il était malade. Alors tout le monde me regardait forcément, qui court avec juste des chaussettes. Bon. mmh, Mais c'est toute l'ignorance que nous avons. Et les podologues sont en origine. Les podologues, ils mmh. veulent vous refourguer des semelles à 300 euros. Ils Bien ne veulent pas sûr. que vous régliez à la base les problèmes. Mmh. Bon, c'est pareil, j'ai eu des semelles pendant toute mon enfance, qu'il fallait changer régulièrement, et cetera, les pieds plats, et cetera. Mais maintenant, je cours les pieds plats, ça se passe très bien avec, la foulée des 2 pieds, Mm. et puis le plaisir qui va avec aussi. C'est assez incroyable. Mais tu te rends compte, c'est fou quand même parce que il y a eu des grands records qui ont été faits dans les années 60 sur le marathon, par exemple, pieds nus. Mais Mmh. après les années 60, Nike arrive aux États-Unis, on fait croire que la performance de la basket, des baskets de plus en plus chères, Oui. pour faire de la course à pied, pour faire du basket, enfin une chaussure pour tout, avec des gros amortis. Et Mmh. l'humain a juste oublié que la meilleure forme de chaussure, c'est pas de chaussure, Mmh. du Ouais, c'est pied. vrai. Ouais, tout à Voilà. fait. C'est là qu'on Mmh. voit qu'il y a une dissonance entre la biologie, la littérature scientifique et ce que peut faire le marketing. Où à la fin, on nous fait croire que on peut pas courir sans chaussures. Oui, exactement. Cette notion aussi d'ancêtre chasseur-cueilleur, mais on était quand même un peu plus chasseur que cueilleur, parce que là, comme
enfin, la cueillette, les champignons, je veux bien aussi, les fruits en été, ça dépend des latitudes, etc. Mais sinon, ça nourrit pas son homme, ça nourrit pas sa tribu dans la grotte, transie par le froid. Donc, D'ailleurs, c'est pour ça il que c'est faut des très gros courant. animaux pour survivre plus longtemps en groupe. C'est Donc, très plutôt courant que chasseur. dans toutes les peintures rupestres, partout, il y a des brocolis, des Mm, citrouilles, des murs qui sont peintes mm, mm. sur les parois rocheuses. Hein. Ouais, c'est On l'a vu, clair. on l'a tous vu, ça, bien sûr. L'intérêt de ces gens à l'époque, elle était sur les glucides. Je me demande Mm. même s'il n'y avait pas une canette de Red Bull qui était peinte sur la grotte de Lascaux. Hein, c'est presque à se demander quand même. Hein. Peut-on Ouais, vivre c'est ça? vrai. Ouais. À un moment donné, enfin, quand j'ai commencé à voyager, j'ai fait le chemin de Compostelle à pied, là, donc 1600 km à pied en 95. Les voyages ont duré de 95 à 2005. Et puis, ça se passait très bien, enfin, évidemment. Mais après coup, j'ai entendu des bruits qui disaient que pour les 50 derniers kilomètres avant Compostelle, la destination finale, eh bien, ils allaient rajouter des distributeurs de coca régulièrement tous les 10 kilomètres. J'espère que c'est qu'une légende, ou en tout cas que ça n'a pas été Ça ne fait, mais m'étonnerait ça ne pas. m'étonnerait pas. Tu Exactement. sais, pour donner un exemple concret de ça, Tim Noakes, qu'on ne me présente plus, qui nous a préfacé notre premier livre, grand professeur de nutrition du sport, Oui, etc., la feuille de avait dit pied. de façon ironique, euh, l'Organisation internationale du sport devrait classer Mm, les glucides comme produits dopants. mm, mm, Il n'y a pas de raison, si tu veux. À un moment donné, si tu fais un Ironman qui va durer 7 heures et que mm. tu es dépendant de 140 grammes de glucides apportés à l'heure, on peut considérer que c'est un produit dopant Bien sûr, bien sûr. versus celui qui ne va pas en avoir. Oui. Bah oui, Tu vois? en CETO, tu travailles une journée sans apport de nourriture, avec un repas par jour, ou même pas, ou tu peux t'en passer. C'est pareil. Hein. Oui, les glucides, c'est un poison moderne, c'est sûr. Bien Oui, sûr. mais c'est tellement courant et habituel et normal qu'on ne se rend même pas compte de notre dépendance au sucre. On est Mm, incapable de finir mm, 5 de Compostelle, comme tu le dis, sans avoir un distributeur sur les 50 derniers kilomètres. mm. Alors, je ne sais pas si ça a été fait, il faudrait que je le Sur refasse. le marathon, tiens, ça serait une bonne expérience, tu vois. Tu prends un marathon, tu interdis les ravitaillements. Tu mets que de l'eau. On va Il y voir a des qui va dégâts. finir. Et tu interdis sur soi d'apporter de la nourriture, sans Oui, bien nourriture. sûr. Et on va Mm, voir qui finit. mm. Il n'y aura pas grand monde qui va dépasser la ligne d'arrivée. Hein. 33, 35 km, KO. Bien sûr, le fameux mur du marathon, Voilà, les stocks de glycogène qui sont au niveau zéro et ainsi de suite, alors que tu peux faire ton petit marathon ou un semi-marathon avec un stock d'eau, avec des électrolytes habituels et ainsi de suite. Hein. tout à fait. Mais ça suffit amplement. Avec un peu de citron pour mélanger, pour changer un petit peu le goût. Ça peut être pas mal, moi j'aime bien. Très bien. Mais c'est là qu'on voit comment ils ont inversé les choses, c'est-à-dire ce qui est anormal devenu normal, Mm. et la dangerosité de cette société où tous les glucides sont partout, où c'est que quand tu vas dans un service de cancérologie et que tu dis, moi je lutte contre un cancer, donc je voudrais une perfusion sans glucose, s'il vous plaît, Mm. et tu passes presque pour un illuminé. Quand tu dis à quelqu'un qui est touché par une stéatose hépatique que c'est les glucides qui alimentent sa stéatose et c'est pas les lipides, tu passes pour un illuminé. En fait, c'est Mm. juste une inversion complète Mm. de la science par rapport à la médecine, quoi. C'est voilà. Ouais. Ça fait un peu peur pour les années à venir par rapport à l'alimentation. Oui, Tous parce que ceux comme qui ont tu le le disais tout à pouvoir. l'heure, l'alimentation avec les produits animaux, que ce soit les œufs, la viande, les produits laitiers, Oui, sont massivement attaqués par des lobbies qui sont riches en milliards, ils sont hein, et qui sont diabolisés. très bien organisés, Oui. qu'ont pour moi, personnellement, je pense, un grand projet en tête au-delà de l'argent. Mm. Parce que quand on lit la littérature scientifique, soit il faut vraiment être un grand abruti pour pas comprendre, soit il faut avoir un destin funeste pour tout le Mm. monde. Mm. On a des gens, par exemple, James Cameron, grand producteur américain de films très connu, qui est un des plus grands producteurs de protéines végétales au monde. On a Bill Gates qui est directement impliqué là-dedans. Sur les Mm. produits laitiers, je voyais un article il n'y a pas très longtemps où on a quelqu'un qui habite à Dubaï qui a juste balancé 500 millions de dollars en communication sur les laits végétaux parce que lui, il est directement impliqué dans la production de laits végétaux sous toutes les formes. Bien Disons qu'il sûr. y a beaucoup d'argent, alors que le Mm. petit producteur de lait de la Creuse ou de l'Ohio aux États-Unis, lui, il n'a Mm. pas moyen de s'organiser. Exactement. Donc c'est totalement déséquilibré. Là-dessus, on a une propagande médiatique qui vient faire surcouche où à la fin, tout le monde y croit. Et l'esprit libre qui va vouloir simplement s'alimenter avec des choses simples, de la viande, des œufs, des légumes, des produits laitiers pour ceux qu'on mange, ben il va presque plus pouvoir le faire parce que il va être pointé du doigt par la communauté internationale en disant que Mm. euh,
c'est un destructeur de l'environnement, qu'il maltraite les animaux, qu'il participe au réchauffement climatique et toutes les conneries ambiantes que nous avons tous. Bien sûr, bien sûr. On le voit ça loisir en France aussi avec les écoles, avec Oui, les restos dans les écoles, là, les cafétérias où on oui, impose un ou plusieurs menus végétariens dans la semaine. tout à fait. Il y a les parents qui résistent, hein, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, etc. Mais bon, Bah, quand les c'est parents, s'ils étaient intelligents et motivés, ils devraient porter plainte contre l'établissement scolaire pour maltraitance, parce qu'on a la littérature scientifique pour expliquer les dommages biologiques de ce genre de choses. Oui. Mais quand tu vois le procès de Tim Knox, tout ce qu'il a fait, toutes les recherches qu'il a fait pour justement gagner son procès haut la main par rapport à la communauté nutritionniste de l'Afrique du Sud, c'est un travail de titan et tout le monde n'a pas la vocation à dépenser autant de temps, d'énergie à faire cela. C'est pas évident non plus. Mais bon, l'information, en la dispersant, en la mettant à la portée de tout le monde sous forme de vidéos, sous forme de livres, etc. Les supports changent, hein, tablettes, livres papier, mais elle est là. Et les personnes vont pouvoir peut-être changer plutôt qu'attendre les changements qui viennent du haut, parce que malheureusement, Oui, ça a débouché. ça, Les ça recommandations je de suis d'accord. l'ONU en particulier sont plutôt moins de viande, plus de véganisme, de végétarien, etc. Et les recommandations officielles américaines, je crois qu'en ce moment, il y a la discussion, ils renouvellent un peu les recommandations officielles. Oui, Pour les mais tu parlais 5 ans tout à à l'heure venir. de Nina Teicholz, elle a mis le doigt sur le vrai problème. La commission qui est responsable des changements, réévaluation des directives nutritionnelles américaines, donc ils vont s'appliquer à l'armée, aux cantines scolaires, aux maisons de retraite, etc. etc. Ouais. Dans les 11 personnes qui décident, 10 ont un conflit d'intérêts majeur Oui, qui vont de 50 000 $ par an à plusieurs millions exactement. payés par l'industrie agroalimentaire. Il n'y a qu'une seule personne sans conflit. Et on se demande ce Qu'est-ce qui qu'elle va fait se là. passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hmm. Voilà. Et le problème, c'est que les directives nutritionnelles américaines, en gros, pour faire simple, elles sont copiées dans le monde entier. C'est un simple copier-coller. Et on Ouais. retrouve les mêmes conneries partout. Donc, Ouais. ce qui se passe Ouais. ici, les gens en subissent les conséquences partout. Ouais. C'est un gros problème pour l'avenir, ça. Oui. Et c'est pour ça que je suis extrêmement pessimiste sur un changement collectif. Par contre, au niveau individuel, on peut toujours changer les choses. Vous pouvez, vous, en tant qu'individu, retrouver une parfaite santé grâce à votre assiette, mais ça ne viendra pas de l'État, ça ne viendra pas du collège du petit ou de la maison de retraite de la grand-mère, etc. Ça sera Exactement. individuel. Et je pense que c'est une bonne conclusion de cette vidéo, c'est-à-dire que les progrès viendront, les changements viendront de la masse des gens qui s'éduquent, qui testent, qui expérimentent. Parce que s'ils attendent les recommandations de leur médecin généraliste, on peut toujours attendre longtemps, malheureusement. Beaucoup de personnes viennent me voir, ou des personnes que je connaisse, sont en bout de course thérapeutique. Ils ont consulté des médecins, des nutritionnistes, des spécialités médicales parce que leur état est catastrophique, alors qu'il suffirait simplement de chercher un petit peu, de tomber sur la bonne information. Beaucoup d'obèses aussi ne savent pas que ça existe et n'ont pas la force, ne savent pas trouver la bonne information. Il y a ça aussi, ces personnes en souffrance qui veulent changer mais qui ne savent pas comment. C'est vraiment compliqué. Et tu vois, je vais donner un exemple concret sur l'obésité. Je discutais avec un professeur de médecine, chef de service, je ne vais pas nommer, ça ne sert à rien. Il me disait que lui, en tant que professeur de médecine, chef de service, il connaissait bien le régime cétogène, il était bienveillant dessus, mais que le nutritionniste qu'il avait en face de lui était totalement opposé. La clinique où il travaille, ils font de la chirurgie bariatrique tous les jours. 60 000 Français par an sont opérés par chirurgie bariatrique. 60 000. Voilà la taille du business. Oui, mais Alors qu'on a des études scientifiques qui nous montrent que quand on fait un régime cétogène chez des personnes qui sont prévues en chirurgie bariatrique, en un mois de temps, toutes les constantes biologiques s'améliorent. La résistance à l'insuline, l'hémoglobine glyquée, le poids est perdu, l'hypertension descend, etc. Il suffit juste de continuer le régime. Alors, ça peut être même pire parce que j'ai des patientes qui, effectivement, ont subi des chirurgies bariatriques. En France, par rapport à la population, on est un des pays les plus élevés au monde. C'est incroyable, le pays de la bonne bouffe, de 365 fromages et ainsi de suite. Et ces personnes, quelques-unes m'ont dit que non, il y a même avant l'opération, il n'y a pas tellement de recommandations diététiques. Hein. Il y en a peut-être en Amérique, mais en France, quelquefois, ça se résume à 1 ou 2 séances avec un nutritionniste, un suivi. C'est comme les études épidémiologiques. Hein. La personne déclare oui, j'ai mangé un peu plus de viande, et comme ça, on lui fout la paix, etc. Elle veut son opération, elle l'a. Là où c'est folklore, c'est que si au pire, ça fonctionnait. C'est-à-dire, si on avait quelqu'un qui a une chirurgie bariatrique et puis dans les 30 années suivantes, elle n'a plus de problème d'obésité. Bon, on peut se dire c'est une méthode, comme une autre, mais c'est une méthode. Là, c'est même pas une méthode. Parce que quand on voit les statistiques d'échecs, c'est-à-dire de gens qui reprennent la totalité du poids qu'ils ont perdu après la chirurgie, sachant que ces gens qui ont subi une chirurgie bariatrique sont handicapés à vie. Oui, on peut Il y a parler des de séquelles. mutilation.
Et si on parle de micronutriments, par exemple, ces gens sont totalement dépendants de fortes doses de micronutriments, de fortes doses de compléments alimentaires, et parfois ils sortent de l'hôpital sans même le savoir. Ouais. Et on se retrouve à avoir tous les problèmes d'ostéoporose, déficience en plein de vitamines et minéraux. Catastrophique, c'est un carnage, ça. Il y a une personne qui était boulimique, hyperphage depuis l'adolescence, qui est venue me voir et elle m'a raconté, avant de venir me voir, qu'elle avait qu'elle avait fait une opération pour mettre un anneau gastrique. Donc, effectivement, elle ne pouvait plus manger comme avant, mais elle a trouvé l'astuce. Au lieu de manger des biscuits, au lieu de manger des pâtes, des féculents, elle prenait des choses liquides, des sodas, etc. Et ça passait, c'est un liquide, ça passait à travers l'anneau. Donc, il y avait un deuxième estomac qui se créait en dessous avec le même volume qu'au-dessus. Et donc, ça ne savait strictement rien. Il a fini par éclater, enfin des problèmes en conséquence collatéraux, incroyable. Un peu de boucherie. Et puis après, elle est venue, elle a commencé à travailler sur elle-même et ça a un peu mieux marché. Ah, mais moi, je suis très remonté face à des médecins qui pratiquent ce genre de choses parce que faire croire aux gens que ça, c'est une pilule magique, c'est un mensonge. Oui, un peu comme les statines en première intention, alors que, bon, Même chose. en deuxième intention, troisième intention, pourquoi pas, après un accident cardiaque, et encore. Oui, je sais, mais déjà, s'il y avait même l'orgerie, il serait d'accord, mais tout de suite, là, tout de suite. Mais j'ai vu une conférence d'un grand médecin français corrompu par l'industrie pharmaceutique qui disait dans un grand congrès médical, donc avec que des médecins devant lui, qu'il n'y aurait que lui, tout le monde prendrait des statines, même en préventif, même les enfants. Oui, c'est un peu scandaleux, dangereux. Faut appeler un chat, c'est devenu un dealer, quoi. Point barre. C'est pas autre chose. C'est plus un médecin, c'est plus un scientifique, c'est un dealer. Oui, c'est clair. Donc voilà. Bien. Alors, en conclusion, moi, ce que j'aurais voulu juste aborder, c'est spécifiquement comment tu utilises, comment tu abordes l'utilisation du régime cétogène dans ta pratique professionnelle. Comment tu abordes ça avec les gens, quels sont les retours que tu as eus? Est-ce que tu as eu des gens qui ont adhéré, qui ont eu certains succès, ou tu as eu porte close quasiment tout le temps? Alors, sur les 3 quarts des personnes à qui j'ai recommandé une alimentation différente, en mangeant d'une façon plus naturelle, en mettant les précautions d'usage, etc., donc cétogène, eh bien, les 3 quarts m'ont écouté poliment, un quart, enfin la moitié d'un quart ont essayé de tester un petit peu, et puis il y a uniquement 5% qui se sont mis au low carb, non pas en cétogène. Bon, c'est déjà un progrès en soi. Et puis on peut espérer que pour les autres personnes, les 3 quarts, plus les 3 quarts, la petite graine va germer. Mais c'est vrai que la plupart des personnes, quand on leur parle de changer leurs habitudes, déjà, il y a un phénomène d'incompréhension. Ils ne comprennent pas ce que je dis. J'ai l'impression de parler à des personnes qui sont qui n'ont pas de cerveau, quoi. Ils ne comprennent pas, ils ne percutent pas. Mais vous comprenez ce que je dis là? Non, arrêtez de manger du sucre. C'est tellement ancré dans le quotidien, ça ne marche pas. Après, pour tout ce qui concerne les pathologies de boulimie, d'hyperphagie et autres, ça fait sens, ce que je dis. Après, bon, une fois que la personne a réussi à se mettre en low carb, en tout cas, il y a un peu moins d'appétence au sucre, mais bon, un sucre, c'est une addiction aussi. C'est comme une femme qui est enceinte, elle l'est ou elle l'est pas, mais il n'y a pas de juste milieu. Donc, il y a toujours cette compulsion qui est là. Après, avec les techniques thérapeutiques, on peut s'occuper de l'aspect psychologique. Oui, c'est psychologique. C'est comme l'alcool, il y a une addiction physiologique, le corps qui réclame sa dose d'alcool, et puis après, il y a la compulsion psychologique. Mais ça peut marcher dans ces cas-là, mais il faut vraiment que les personnes soient ouvertes aux informations qui viennent de l'extérieur, qu'elles prennent connaissance de certaines choses, qu'elles les assimilent, et puis qu'elles prennent la décision par elles-mêmes, que je vais essayer, et ne pas attendre l'avis, la recommandation du médecin, de la famille, etc. Beaucoup de ces personnes, malheureusement, sont sujets aussi à l'opinion des autres, au qu'en dira-t-on, etc. Ça explique aussi leur hypersensibilité aussi, et puis une estime de soi assez basse également, par des échecs d'ailleurs de régime alimentaire depuis des décennies. Donc, quand je les vois, c'est des échecs thérapeutiques, une errance médicale, et c'est très compliqué. Tu mets le doigt, je pense, sur un des problèmes majeurs que nous avons, c'est la pression sociale. L'être humain est fait pour vivre en groupe. Nous avons survécu grâce au groupe. Si nous étions isolés du groupe, nous mourrions à l'époque paléolithique. Bien sûr. Et nous avons vraiment ce besoin de faire comme les autres, de faire partie du groupe, de ne pas être en confrontation avec les autres parce qu'on fait différemment. Et c'est pour ça que le régime cétogène, pour moi, l'immense majorité des gens qui ont réussi, qui ont atteint, c'est des gens avec un très fort caractère, qui n'ont pas peur de dire merde à tout le monde, qui n'ont pas peur de faire différent de tout le monde. Tu vois, c'est comme si tu arrives, je sais pas moi, dans une réunion, on te dit faut que tout le monde soit habillé en bleu et toi, tu arrives en rouge.
Ouais, voilà. Et ben, ce genre de profil, en fait, est extrêmement rare. Mais c'est ce genre de personnes qui réussissent très bien au régime cétogène parce qu'ils se font leur propre idée et quoi qu'en pense le groupe, ils s'en foutent. Que ce soit leur femme, que ce soit leurs collègues, que ce soit. Voilà. Oui, c'est vrai. Et, voilà. Et c'est souvent ce biais-là. Et le problème, et l'alcool, c'est pareil. Tu parlais de l'alcool tout à l'heure. Chez les hommes, par exemple, il y a une forte pression. Moi, je ne bois pas d'alcool depuis 94, je crois, de mémoire. Quand tu es un homme, forcément, autour de toi, tu as plein de gens qui boivent, qui te disent « Allez, c'est pour une fois, allez, c'est ton anniversaire, allez, tu payes ton coup, etc. etc. » Et avoir le caractère pour dire non, c'est une toute petite minorité. Tout le monde se laisse embarquer. C'est Le juste. régime cétogène, c'est le même biais. Oui, tout à fait. La petite anecdote, c'est qu'effectivement, quand j'étais adolescent, bon, un milieu social où on buvait du vin, du bon vin, du Bordeaux et ainsi de suite. Donc, j'ai atteint l'âge adulte et j'aimais toujours pas le vin. Après, j'ai commencé à l'apprécier. Et puis, patatras, j'ai le régime cétogène, l'alimentation cétogène, tout ce qu'on sait sur le sucre, sur le vin, et ici, qu'il y a dedans, etc. Donc, maintenant, je délaisse le vin. Mais ça ne me pose pas de problème. Et ça fait des économies également, puisque les foires au vin de Carrefour de la rentrée à l'automne, je ne les fais plus. Et ça libère de la place dans le garage. Oui, mais je suis persuadé que lors de tes repas de famille ou un repas au restaurant, tu es invité, etc., on te propose du vin et ça nécessite un effort de dire non, je ne bois pas. Moi, je le fais assez facilement maintenant, il n'y a pas de problème. Ouais. Et c'est accepté socialement. Pour la nourriture, c'est plus difficile. Ouais. Et puis, je viens d'un milieu où bien, allez, encore une deuxième part, allez, on recommence, finis ton assiette, ne lève pas de table. Et donc, j'aime reprendre la citation de Maria Emmerich. Maria Emmerich qui dit « L'alcool est la seule drogue au monde qui nécessite une excuse pour ne pas être consommée. » Ouais, j'aime bien cette phrase, parce que si tu veux, quelqu'un te proposerait, je ne sais pas moi, une piqûre d'héroïne ou un rail de coke, tu n'as pas besoin de lutter pour te dire non, tu vois. Alors que l'alcool, il y a tellement un œil bienveillant sur cet alcool, sur le vin en particulier en France, mais ça peut être des bières ou du whisky ailleurs, etc. Ça nécessite vraiment une forte conviction pour savoir dire non. Oui, tout à fait. Mais la connaissance que ça apporte plus de dommages que de plaisir, même si c'est un plaisir immédiat, c'est aidant également. Oui. Et puis ça touche au portefeuille, c'est aidant également. Oui, bien sûr. Mais dans la société, tu vois, c'est comme tout à l'heure quand tu disais aux gens qu'en certaines pathologies, éviter le sucre, éviter les glucides, dans la tête des gens, c'est pas encore connecté. Oui, c'est-à-dire, s'ils n'ont pas encore connecté que leur alimentation, ce qu'ils mangent dans leur assiette, va directement impacter leur santé en bien ou en mal, s'ils n'ont pas connecté ça, ils ne voient pas le lien, en fait. Tu as l'impression que tu leur fais un hors-sujet. Voilà. Ouais. C'est ça qui est difficile. Ben écoute, un grand merci à toi, Nelly, parce que tout ce que vous avez fait dans la communauté française, il n'y a pas d'autres exemples. Vous étiez les premiers, les pionniers, vous l'êtes toujours, avec vos livres, etc. Donc, moi, je n'aurais pas franchi le pas, ou différemment peut-être, ou encore plus tard. Et puis, ça a un impact. J'ai recommandé votre livre Bonjour Keto, le second à des dizaines de personnes. Donc, je pense que ça participait aux ventes d'Amazon. Et puis, ça va continuer. Mais ça viendra, les changements, de la part des gens, tout simplement. Oui, tout à fait. Mais ça, la réussite du régime cétogène, la réussite, si vous avez à disposition ou pas des produits, des services, dépendra de chacun. Si chacun s'accapare le régime cétogène, met une petite pierre à l'édifice, le fait savoir, en parle, fait connaître, etc., ça marchera. Sinon, ça disparaîtra. Il y a plein de choses dans l'histoire de la médecine qui ont disparu parce que les gens ont arrêté. L'héliothérapie, par exemple, il y a un siècle, aujourd'hui, on n'en parle même plus. Et le régime cétogène pourrait passer très bien aux oubliettes si les gens ne s'accaparaient pas ça. Et on va considérer comme normal de faire 150 kilos, d'avoir tous les problèmes de santé et de prescrire des statines aux enfants. C'est peut-être le monde dans lequel nous nous dirigeons et ça dépend de chacun de nous. Oui. Il faut s'accrocher, il faut tester, il faut expérimenter par soi, tirer ses propres conclusions, mais essayer. OK. Merci beaucoup. Information, tester. Je te remercie sincèrement pour ton précieux témoignage. 2 heures avec toi, ça a été un grand bonheur. Merci Loïc, c'était un plaisir à partager. Merci pour tes efforts à faire connaître le régime cétogène et ce que peut faire le régime cétogène pour la santé des gens au sens large. Oui. Tout ça, ça me donne faim d'ailleurs, cette interview. Et ce soir, peut-être que je vais faire un petit cassoulet sans les lingots, sans les petits féculents, uniquement la bonne viande, les cuisses de canard, etc. Parfait. Je te souhaite un bon appétit. Merci. Au revoir. À bientôt.